Ouais, il faut juste Non, que tu coupes la transcription normalement à chaque fois. ouais, tout à fait. Ok, normalement c'est bon. C'est bon, eh bien. Bonjour à tous et bienvenue pour cet nouvel épisode de Réparta Science. Aujourd'hui, je suis encore avec Nathanaël Larigaldi. Comment ça va, Nathanaël? Ça va bien, merci. Et aujourd'hui, on a à nouveau un invité, Louis Frégé. Comment ça va, Louis? Mais ça va bien et toi? Ça va bien. D'habitude, ça fait 2 fois qu'on a des invités et que je les présente et que l'invité me dit, alors, c'est pas tout à fait ça. Donc là, je vais même pas essayer de te présenter, je te laisse te présenter tout seul. Ça marche. Du coup, enfin, en fait, c'est bien que tu me laisses me présenter parce que je suis à un stade un tout petit peu bizarre. Donc, je m'appelle Louis Fréget, je suis chercheur postdoc en économie dans un laboratoire qui s'appelle l'Observatoire du bien-être. C'est à l'école d'économie de Paris, plus ou moins. C'est un laboratoire qui est rattaché en tout cas. Voilà, et je travaille sur des questions de santé et de politique de santé principalement. Voilà. Le petit truc qui est un peu subtil, c'est que je suis postdoc et j'ai rendu ma thèse, mais j'ai pas encore soutenu ma thèse. Je vais soutenir ma thèse le 19 novembre. Donc je sais pas si j'ai le droit de me dire postdoc, mais en tout cas, formellement, j'ai un contrat de postdoc, quoi. Voilà. Tu sais, je suis un peu dans cette zone un peu grise, voilà. Ok, un peu comme les médecins, quoi. Genre la thèse, ouais, c'est superflu, quoi. Ah non, c'est pas ce que je dis, mais bon, faut bien que je la soutienne, quoi. Non, non, c'est très insultant parce que je veux pas être polémique dès le début, mais quand on voit la qualité de certaines thèses d'exercice en médecine, franchement, Oh oui, non, ne partons pas sur les tes exercices parce que Ouais, c'est bien, on insulte les invités dès les premières minutes du podcast, ça fait plaisir. Est-ce que tu voudrais quand même rajouter un petit peu de sauce en parlant un peu de tes réseaux sociaux, de ce que tu fais aussi à côté de ton travail? oui, c'est vrai. Du coup, j'ai une page Twitter qui s'appelle un empiriciste. J'ai un blog aussi qui s'appelle Faire mentir les chiffres, qui est associé à plein de trucs. J'ai une petite chaîne YouTube et tout. Et j'ai écrit pas mal de choses dans la sphère un peu sceptique, fondée sur les preuves, sur la politique fondée sur les preuves. Voilà. Donc, je parle de comment on met en place des méthodes rigoureuses pour savoir si une politique a marché. Ça peut être en tirant au sort un groupe contrôle, un groupe traitement, sur la base d'un essai contrôlé randomisé. Puis ça peut être aussi avec d'autres méthodes quand on peut pas tirer au sort des gens, mais voilà. Et puis j'ai écrit donc sur des sujets de comment savoir ce qui marche, pourquoi c'est important d'évaluer. J'ai tendance à parler soit de sujets d'éducation de santé et un petit peu plus d'environnement, quoi. Voilà. Je pense que c'est une bonne manière de décrire ce que j'ai fait à côté. Voilà. Et puis principalement du coup sur l'aspect économique quand même. Ouais, ouais. Oui, 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 effectivement. Je dirais beaucoup quand même politique fondée sur les preuves, parce que quand on dit économique, les gens s'imaginent beaucoup qu'il y a de l'argent impliqué, et moi je fais de l'économie au sens microéconomie, donc plutôt je m'intéresse aux décisions que prennent les gens, et je fais des choses très empiriques, et je parle de choses très empiriques. Quand je parle d'éducation, voilà, je peux parler effectivement de comment le fait d'aider certaines populations à mieux réussir à l'école, ça va impacter leur salaire à long terme, mais je m'intéresse aussi quand même à leurs résultats scolaires, à comment ils se sentent dans la classe, qui sont pas des choses peut-être qu'on associe traditionnellement à la recherche en économie, même si de fait la recherche en économie parle beaucoup de résultats scolaires et de ces choses-là, quoi. Ouais, c'est ça qui est intéressant, hein, c'est de voir que finalement, les, les dimensions qu'on donne, nous, à ça c'est de l'économie, ça c'est de la sociologie, ça c'est de la psychologie, etc., finalement, tout se recoupe un peu et c'est hyper intéressant hein, de voir que c'est surtout fondé sur bah, comment on va attribuer de l'argent à des facultés en disant ça c'est la faculté d'économie, ça c'est la faculté de psychologie, alors qu'en fait, on fait quand même beaucoup plus le même métier que des métiers différents, quoi. Mais c'est fascinant ça. Et les gens ne le savent pas en dehors de la recherche, mais je suis complètement d'accord avec cette analyse. Et après, tu as des traditions disciplinaires, d'ailleurs, comme on parlait juste avant de comment l'article sont écrits, mais c'est vraiment des traditions. C'est-à-dire que on a vraiment des chercheurs qui vont se poser à peu près les mêmes questions, en fait, qui soient en psychologie, en économie, en sociologie, et avec des méthodes assez comparables, mais parfois tu vas avoir juste des manières d'écrire les choses différentes. C'est vraiment fascinant, quoi, parce que tu penses à la différence entre disciplines, tu penses pas, ils parlent des mêmes choses, mais ils écrivent différemment. Tu penses que c'est entre disciplines, on parle de choses différentes, et qu'ensuite éventuellement ça va être écrit différemment, mais que c'est assez secondaire, quoi. C'est vraiment Ouais. intéressant, ça. ouais, Et ce qui est dernière... intéressant aussi, ouais, vas-y, vas-y.
Intéressant, c'est que parfois, même quand c'est les mêmes méthodes qui sont utilisées, du fait de ces différences d'écriture et tout ça, on ne comprend pas les papiers des autres disciplines, alors que c'est littéralement la même méthode, notamment en statistique. Les statistiques Oui. sont écrites différemment, et moi, des fois, je peux lire des papiers d'économie où je suis là, genre, j'ai aucune idée de ce qu'ils font, mais c'est littéralement les mêmes méthodes que moi j'utilise, mais dont ils parlent différemment. C'est très amusant, ça. Oui. Ouais. Excuse-moi, Adrien, je t'avais coupé, donc tu peux continuer. Non, mais je voulais continuer sur la lancée des questions pour arriver à la dernière question qui nous intéresse plus dans ce podcast, parce que c'est la question la plus centrée sur le podcast, c'est comment tu es arrivé à discuter, réfléchir de la métascience, dans le sens, réflexion sur comment ça marche, ma manière de faire de la science, comment marche la manière de faire de la science autour de moi, qu'est-ce qui fonctionne pas et comment on peut améliorer les pratiques. Comment toi, t'es arrivé en fait à cette question-là? Moi, en fait, quand je t'ai découvert, c'était justement, c'était il y a quelques années déjà, hein, quand tu avais fait une vidéo YouTube, enfin quand tu avais fait une présentation qui est devenue, qui a été enregistrée comme une vidéo YouTube où tu parlais justement du besoin qu'on a d'évaluer les politiques et, euh, et qui m'avait évidemment parlé beaucoup parce que pour moi, il y a un aspect métascience là-dedans, c'est en fait la logique utilitariste de la science, comment on utilise des processus que l'on a créés d'un point de vue scientifique pour que ça puisse renseigner les politiques. Mais j'imagine, enfin, on a un petit groupe Twitter dans lequel tu nous parles beaucoup aussi de métascience. Comment toi, en fait, t'as commencé à t'intéresser à ça et qu'est-ce qui t'intéresse vraiment dans l'aspect purement métascience au-delà juste de l'aspect appliqué de l'économie ou de la microéconomie? C'est une excellente question. Tu sais, parfois, quand on demande aux gens les choses qui les intéressent, on ne sait pas jusqu'à où ça remonte. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais très intéressé par enfin, en dehors de, quand j'étais à la fac, et en dehors des cours de sciences sociales et d'économie, j'étais très intéressé par la philo des sciences. Mais en fait, j'ai vite compris que la philo des sciences, c'était super bien, c'est super intéressant, mais c'était en général très abstrait, en fait. Et je trouve qu'on a des discours et que c'est pas très appliqué, en fait. Donc je pense qu'il y a eu cette source-là de chercher des moyens de réfléchir sur la science peut-être un peu plus appliqués et concrets en fait, d'avoir un discours qui est un peu abstrait et qui qualifie de qu'est-ce que c'est de faire la science, mais en étant un petit peu précis et à la pointe des méthodes. Deuxièmement, il y a quand même, quand on a fait une formation à la recherche, il y a forcément dans la recherche quelque chose de toujours un peu métascientifique, parce que tu réfléchis quand même toujours un peu sur tes méthodes. Donc ça, tu as ce questionnement-là. Et troisièmement, je pense que ce qui a contribué aussi, euh, moi j'ai toujours eu quand même un intérêt assez interdisciplinaire. J'aime beaucoup ce qu'on fait en économie, mais je trouve qu'évidemment on fait plein de choses très intéressantes ailleurs. Euh, et ça m'a toujours poussé en fait à comparer ce qui se fait dans les disciplines entre différentes méthodes, qu'est-ce qui est en commun, qu'est-ce qui est pas en commun. Et en fait, quand tu tombes là-dedans, tu tombes très vite sur des choses un peu métascientifiques. Et c'est ce qui m'a poussé à m'intéresser sur Twitter à des psychologues, je pense. Il me semble que la psychologie est quand même assez en avance sur ces questions métascientifiques. Donc je pense que toutes les littératures très explicites en métasciences, les premiers papiers sur lesquels j'ai trouvé, ça venait plutôt de psychologues. Voilà. Donc je pense que c'est cet intérêt interdisciplinaire qui m'a mené vers la psychologie et vers la métascience. Je me suis dit, ah, c'est super, ça permet de tester de manière un peu systématique ce dont on parle toujours en recherche. Donc je pense que c'est ça. Je pense que c'est cet intérêt interdisciplinaire qui m'a mené vers la psychologie. Voilà. Et quand même maintenant, mais ça c'est plus récent, il y a un vrai rise en économie, mais qui a été un peu tardif de la métascience en économie. Il y a j'adore ce que font par exemple l'Institute of Replication, où ils reprennent des papiers d'études, ils les reproduisent. Enfin, il y a 10 ans, l'American Economic Association a forcé les gens, bon ça serait encore un autre sujet, mais à enregistrer quand ils font des essais contrôlés randomisés. Donc ça, voilà, il y a quand même ce truc-là, quoi. Donc il y a cet essor-là aussi en économie. Et donc je pense que ça nourrit aussi tout le truc maintenant, quoi. Mais je pense que j'ai été intéressé à ça avant le pic de la métascience en économie, ou le développement de la métascience un peu plus marqué en économie, via les psychologues. Ok, super réponse détaillée. Et puis en Oui, plus, c'est pardon, bien là, ça parce fait que 20 ça minutes parle que de je parle. psycho. Et alors là-dedans, rentrons encore plus en détail. Est-ce que déjà tu peux très rapidement nous expliquer le contexte de l'étude que tu as choisie pour cet épisode et finalement pourquoi tu l'as choisi sans trop en dévoiler des résultats, juste vraiment
voilà, comment t'es tombé dessus et en quoi ça a tilté chez toi, quoi. Alors, un mot, népotisme. Non, je rigole. Mais en fait, c'est juste que la vraie histoire, non, parce que si on fait pas du baratin, c'est que dans mon labo, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient de la métascience, jusqu'à ce que Félix arrive. Et donc Félix, c'est un des auteurs de l'étude, et donc il était dans le même labo que moi au Danemark. Il a présenté ce papier en séminaire, et j'ai trouvé ça super bien, et c'est comme ça que j'ai entendu parler du papier, quoi. Donc c'est vraiment un effet de, il était dans le même labo que moi, quoi. Et en fait, j'avais vu passer ce papier, je me disais c'est vachement intéressant. J'aimais bien aussi le fait que on va en parler un peu, mais que c'est une approche expérimentale. Je trouve qu'il y a beaucoup de papiers de métasciences où on compare directement des papiers qui ont été publiés entre eux, et ça a plein d'avantages évidemment, mais ça a aussi des avantages que on arrive, parfois on compare des pommes et des poires, et du coup on ne sait pas voilà, quel facteur explique les résultats. Donc là par exemple c'est une étude qui parle de, je suppose qu'on va en reparler plus, mais du fait que c'est difficile de publier des études qui sont pas significatives. Voilà. Et c'est vrai que si on compare, on va dire, dans la nature des études qui sont significatives et pas significatives, on peut se dire oui, mais c'est peut-être pas le fait qu'elles n'ont pas été significatives qui font qu'elles n'ont pas été publiées. Voilà. Peut-être elles ont un plus faible échantillon, donc elles ont une plus faible puissance statistique, peut-être qu'elles ont été mal faites pour plein de raisons. Donc là, j'aimais bien ce côté un peu expérimental et que je trouvais un peu original. Voilà, c'est ça qui m'a aussi attiré. Et puis le troisième point, c'est que je pense que, et vous allez confirmer ou pas, mais on sait tous intuitivement que c'est difficile de publier des études avec des résultats pas significatifs. Toute ma thèse, j'avais un peu, entre guillemets, une espèce de peur d'avoir des résultats pas significatifs, qui s'est un peu calmé parce qu'en fait, j'ai quand même réalisé que si tu montres que tu as une bonne puissance statistique, tu peux quand même vendre un résultat non nul, mais quand même. Et ça m'a fait du bien de voir quelque chose qui étudie ça de manière un peu systématique, quoi, parce que ça fait écho à une intuition qu'on a tous, quoi. Voilà. Ok, bon, tu nous rediras ça quand tu l'auras soutenu ta thèse déjà, parce que là, bon. Voilà. Ça se trouve, ils vont me refuser ma thèse parce que j'ai des résultats pas significatifs parfois. Voilà. Ça n'est Juste pas pour bien, préciser. vous piaquez, monsieur. Juste pour préciser aux auditeurs, le Félix dont Louis parle, c'est Félix Chopra, donc qui est le premier auteur de l'article. Et du coup, le titre de l'article s'appelle la pénalité associée au résultat nul, donc au résultat non significatif. Papier qui date du coup. Alors, enfin, moi, là, c'est un working papers, hein, donc il est même pas publié encore, non? Mais maintenant, il est publié dans Economic Journal, qui est une bonne revue en sciences économiques. Voilà. Ok. Ok, parce que moi, la version que Euh, j'ai date de 2022, mais du coup, c'est quand même, ça a pris du temps, quoi, à être publié. Ouais. alors, intéressant, mais dans un contexte d'économie, pas tellement. C'est une discipline où les papiers mettent beaucoup de temps à être publiés. Donc, vraiment, qu'il y ait 2 ans entre le working paper et la publication, je dirais que c'est vraiment des temps presque médians, quoi. Il me semble que le temps Hmm. médian de publication en économie, c'est 18 mois. Donc, voilà. C'est pas si long, hein. Voilà. Enfin, par rapport à ce Ouais. que je peux connaître, moi, de mon expérience personnelle, c'est à peu près similaire, hein, je dirais. C'est marrant parce qu'il y a des études sur ça qui comparent entre les disciplines, mais peut-être que toi, tu es dans des sous-champs où c'est aussi long qu'en Hmm. économie, voire plus long, j'en sais rien en moyenne. Voilà. Donc non, je pense pas qu'il ait eu beaucoup de mal à la publier. Et voilà. Et puis c'est pas un top 5 journal, Economic Journal, mais c'est top 10, top 20, quoi. Donc c'est vraiment bien, quoi. C'est bien reconnu dans la discipline. Est-ce que, alors, on parlait juste avant d'enregistrer le podcast de la manière dont sont rédigés les articles en économie par rapport en psychologie ou en d'autres disciplines, où on dit en fait on spoil les résultats très tôt en économie. Moi je propose qu'on fasse pas ça pour ce podcast, sinon ça serait un petit peu dommage. Je propose qu'en fait on démarre tout de suite par finalement la partie méthode, c'est-à-dire qu'on décrive en fait ce que les auteurs ont fait. Tu viens de le dire, hein, Louis, ce qu'ils voulaient tester, c'est de voir pourquoi est-ce que les résultats non significatifs ne sont pas publiés, ne sont pas autant publiés que les résultats significatifs, quelles pourraient être les raisons, et donc en utilisant une méthode expérimentale. Moi, je propose qu'on décrive comment ils ont recruté leurs participants, quels participants ils ont recrutés, et puis finalement, quels sont les scénarios, parce que du coup, ils ont utilisé des scénarios, quels sont les scénarios qu'ils ont utilisés pour pouvoir montrer s'il y a des vraies différences entre les résultats significatifs et non significatifs. Est-ce que Louis, tu veux décrire ça ou...
Oh, Parce bah, que Louis a j'ai dit qu'il beaucoup. il a lu que l'abstract, alors je ne sais pas jusqu'à quel point il connaît la Alors, méthode. alors, c'est vraiment un scandale. Moi, je pense que c'est de la diffamation. J'ai dit que j'avais lu que l'intro. Et l'intro en économie est très longue et elle spoil tout. Et en vrai, c'est pas vrai. J'ai pas lu que l'intro. J'ai lu tout l'intro, puis j'ai un peu été skimé dans les résultats. J'ai relu la conclu et tout. Donc voilà. Mais cela En tout cas, dit, ce que je veux te dire, c'est que si tu as besoin d'aide, tu peux m'appeler dans la description des échantillons et tout, il n'y a pas de souci. bah oui, n'hésite pas à compléter. Moi, je me souviens que ils ont fait c'est une expérience comme on dit de vignette quoi. Donc c'était des gens qui étaient sur leur ordinateur. Et donc voilà, une personne sur deux recevait une étude significative, une autre une étude pas significative de manière aléatoire. Bon, après, il bougeait aussi d'autres trucs dont on va peut-être parler après. Voilà. Leur méthode de recrutement, et c'est vrai que c'est intéressant d'en parler, c'était ils ont scrappé les adresses de 16 000 chercheurs, c'est ça, dans le top 14 000, 200 des ouais. départements, 14 Ouais. 000, dans les top 200. Voilà, ils utilisent un classement qui est le classement REPEC des institutions, que les économistes aiment bien. Et donc, ils ont pris, voilà. Alors, déjà, c'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est une part, comment dire, enfin, c'est une part sélectionnée, évidemment. Le top 200, c'est pas n'importe quelle université. Après, 200 universités, c'est quand même assez large, mine de rien. Ils sont pas pris à Harvard et MIT non plus, quoi. Mais je pense que c'était intéressant quand même de prendre des gens qui étaient plutôt dans l'université relativement bien classés, parce qu'il me semble qu'ils ont, dans leur échantillon final, une part importante de gens qui sont des éditeurs de journaux scientifiques. Mais c'est ça que je trouve hyper étonnant, c'est que sur ces 14 000 personnes, il y en a 480 qui ont répondu, ce qui fait 3,4%. Ok, moi je me suis dit, bah à tous les coups, c'est les doctorants un peu dans cette mouvance-là. Et en fait, pas du tout. Il y a des doctorants, il y a des postdocs, mais il y a aussi des éditeurs associés, des éditeurs en chef, des gens qui ont quand même une assise, quoi, enfin, une carrière universitaire assez importante et qui se sont dit, tiens, je vais participer à ce sondage en ligne comme ça. Je trouve ça fou parce que je me dis, enfin, bon, 3,4%, c'est pas beaucoup. Et en même temps, c'est quand même bien distribué en fonction des statuts des personnes qui ont répondu, quoi. Hmm. Bah oui, c'est vraiment cool. Ça veut dire que ça intéresse aussi les personnes. Je pense que ça fait un peu écho à ce qu'on disait, il y a une petite hype maintenant de la métascience en économie. Voilà, si ça intéresse aussi les seniors, c'est bon signe, quoi. Et d'ailleurs, ça me rappelle, bon, ça n'a rien à voir, mais ou ça a un peu à voir, mais un autre signe que le fait que l'échantillon soit bien balancé, ce soit le signe qu'en économie les gens sont plus ouverts, c'est que je disais par exemple que le Journal of Health Economics, qui est vraiment le top journal en économie de la santé, où moi j'aimerais bien publier par exemple, maintenant ils ont un gros bandeau sur leur site pour dire nous acceptons des résultats pas significatifs. N'hésitez pas à nous en envoyer. On essaye le plus possible de ne pas tenir compte de la significativité des résultats pour publier vos études. Donc voilà. Ils sont à deux doigts de découvrir les Register Reports. Ouais. À deux doigts. Laisse-leur du temps, s'il te plaît. Ça, c'est encore un autre débat. Voilà. Mais donc, voilà. Bon, bon. Mais effectivement, je suis d'accord, c'est assez. Voilà. Et quoi d'autre? Je vais faire Oui. un petit aparté parce que du coup tu disais ils font des vignettes. Je voudrais juste préciser un petit peu ces histoires de vignettes pour que ce soit, tu sais, pour nos auditeurs, que ça soit Ouais, vraiment bien sûr. clair. Donc il y a eu 5 types de vignettes différentes. Je vais essayer de les retrouver rapidement. Donc il y a eu c'était sur les effets marginaux de l'aide au mérite pour les étudiants à faible revenu. Il y en a un, c'est sur les effets long terme du partage égal du territoire. Il y en a un, c'est sur un programme d'empowerment des femmes. Il y en a un sur un programme de littérature financière, enfin bah, c'est le terme pour Euh, être littéracisme. Financial literacy, je dirais quoi? Alphabétisation financière, enfin Ouais, connaissance en finance, quoi. alphabétisation, c'est ça, financière, ouais, Ouais. exactement. Et il y en a un, c'est sur la science de la pauvreté et la patience. Donc voilà, c'était des petits scénarios. Je vais juste essayer de retrouver, je crois que dans la partie résultat, enfin dans la partie méthode, il y a un scénario qui est légèrement expliqué. Voilà, 3 professeurs de l'université de Brown ont conduit un essai randomisé contrôlé au Texas entre 2015 et 2019. L'objectif de l'essai randomisé contrôlé était d'examiner l'effet d'une assignation aléatoire de $8 000 au mérite, avec un programme d'aide au mérite, pour les enfants à bas statut, et de tester ça sur la possibilité, enfin la chance pour eux que ça pouvait amener d'avoir un bachelor.
Donc voilà, ça fait partie des scénarios donc c'est pas des vraies études qui ont été conduites, c'est des vignettes qu'on donnait aux participants pour dire voilà, ça c'est un essai ou un test ou un scénario qu'on va utiliser en économie. Et ensuite, on rajoutait sur ces 5 scénarios-là des petites différences en fonction de si les résultats étaient significatifs ou pas significatifs. Oui, et alors il change d'autres choses aussi, si je me souviens Ouais. bien. Il change si c'est des doctorants qui ont mené l'étude ou des professeurs, ou enfin postdoc professeurs, je crois que c'est ça. Et il change aussi, il me semble, comment sont montrés les résultats. Est-ce qu'on montre une valeur P ou est-ce qu'on montre des erreurs standards? C'est ça, non? Il le change de manière aléatoire, Alors, ça aussi, non? c'est la taille de l'erreur standard qui est changée, si je ne m'abuse. Ouais, en fait, Genre, par rapport au soit, fait, soit, ouais. ouais. Par rapport au Soit fait un de estimateur. mettre la valeur P, c'était à l'étude 2 qu'ils ont fait ça. Ils ont fait 2 études. La première étude, ils changent effectivement, comme dit Nathanaël, l'erreur standard. Et dans la deuxième étude, ils rajoutent la valeur P justement pour voir si l'effet Voilà. provient précisément de la valeur P ou si ça provient finalement de la précision de l'étude, etc. Ouais. Voilà, ouais. L'idée derrière avoir des différentes tailles d'erreurs standards, c'est de savoir si l'estimateur en fait qui est là, s'il est vraiment précis ou pas du tout en fait. Et donc en gros, si jamais l'estimateur est très très précis et que le résultat est nul, ça veut dire que globalement on est à peu près sûr que le résultat il est vraiment nul. Et s'il est très très précis en étant positif, on est à peu près sûr que l'effet est positif. Alors que si jamais l'erreur standard est énorme, en fait, on a un petit peu plus d'indécision et d'imprécision en fait autour de l'estimateur. C'est l'idée derrière de faire varier ça. Et un Oui. dernier point qu'ils ont mesuré, c'est en fait, dans le scénario, ils disent voilà, on a des experts à qui on a demandé quels résultats on devait attendre, et l'expert nous a dit qu'on devait s'attendre à des résultats significatifs, ou l'expert nous a dit qu'il fallait s'attendre à des résultats non significatifs, pour voir si Oui. ça allait influencer la croyance des personnes. Mm. Je crois qu'on a dit à peu près tout sur les variables indépendantes, de ce qu'on faisait Ouais. varier. Ouais. Sur les variables Finalement, dépendantes, il y en avait 3. Je ne sais pas si vous les avez. Ouais, c'est quoi? C'est dans Data? Ouais, Ouais, bon, oui, j'ai le exemple, ouais, j'ai le petit exemple. C'est vrai qu'ils font des petites, comment on dit, des petits trucs qu'on peut faire glisser là. C'est sympa. ouais. Et puis à la Tac. fin aussi, il y a des captures d'écran du questionnaire Qualtrics Ouais, exact. Et ça, pour le coup, c'est vraiment très bien pour la reproductibilité. C'est vraiment très bien. ouais, effectivement. Oui, je vois publishability, importance, c'est ça, c'était ça. Et le Ouais, c'est troisième, ça. c'est ouais. ouais. Et La c'est quoi le qualité. troisième du coup? La Qualité. qualité. Mm. Ah oui, c'est ça, qualité, absolument, ouais. Ouais. Donc c'est à quel point pensez-vous alors je sais plus, c'est à quel point pensez-vous que si cette étude était soumise à un journal en économie, à quel point pensez-vous que cette étude pourrait éventuellement y être publiée de 0 à 100? Donc ça c'est ce que tu disais, hein, le scale qui peut bouger de 0 à 100. Ensuite, à quel point vous pensez que cette étude est de qualité et à quel point que ce résultat est de qualité et à quel point pensez-vous que ce résultat est important? Ouais. Et attendez, ils font pas aussi changer, d'ailleurs, quand ils posent la question, il me semble qu'ils font changer le nom du journal. Ils disent, si cette étude était publiée, voilà, donnez la probabilité que cette étude soit publiée dans un journal X, et le journal X varie, il me semble. Du coup, comme ça, ils peuvent comparer la pénalité nulle dans des journaux un peu moins prestigieux et dans les plus prestigieux journaux. Parce que ça change là dans leur vignette, là, non? Je me demande si je sais pas s'ils le changent aléatoirement, Euh, mais je vois que ça change dans leurs exemples. Et dans le papier, ils parlent du fait qu'ils comparent la pénalité nulle dans les journaux de champ et dans les journaux plus prestigieux. Alors, est-ce que c'est aléatoire après? Je pense que c'est aléatoire, non? Oui, oui, effectivement, il parle de ça. Alors, je sais pas si on peut dire vraiment de prestige automatiquement, mais effectivement, des journaux soit spécialisés, soit les journaux généralistes. Donc, j'imagine c'est l'idée de Journal of Machin Economics versus Nature, quoi, en gros. Alors, voilà, en sachant qu'en économie, c'est un peu bizarre, mais Nature, c'est vu comme Nature Science, c'est pas vu comme des top 5, c'est vu comme des top 10. Mais en fait, quand je dis prestige, je sais que dans la profession, les trucs généraux, c'est vraiment les trucs plus prestigieux. Ouais. Et les trucs de field, il y a vraiment une différence de prestige, quoi. Donc, et donc, ils peuvent aussi voir, suspense, je le fais à la psychologue, hein, si la pénalité nulle, enfin la pénalité au résultat nul est plus importante dans les journaux plus prestigieux ou pas.
Parce que ça pourrait. On entend souvent que les journaux scientifiques les plus prestigieux, ils veulent absolument des résultats étonnants et tout, et significatifs, donc peut-être que ça pourrait varier. Ouais, moi Oui. je trouve juste, effectivement, est-ce que le journal est un journal prestigieux ou un journal d'intérêt général ou un journal field journal, un journal dans un champ particulier. Ouais. Donc effectivement, ouais. Est-ce que on s'attaque aux résultats, si vous Ça me les semble pas avez? mal. Ouais, moi je les ai. Je les ai sous les yeux là. Vas-y, je t'envoie. Donc, donc les études qui ont un résultat nul, elles ont beaucoup moins de chances, enfin, elles sont perçues comme étant beaucoup moins publiables, de qualité moins importante, et ça c'est vraiment intéressant, parce qu'il n'y a rien qui change entre le contrôle et le traitement, Ouais. et comme moins importante. Voilà. Alors sur l'importance, il faudra qu'on en parle, parce qu'ils ont un argument qui est vraiment intéressant sur l'importance des études. Mais déjà, je pense enfin, c'est très intéressant, quoi, ces deux premiers trucs. Genre, bon, que c'est moins publiable, on le sait, mais que c'est d'une qualité moindre, c'est vraiment intéressant. Je sais pas comment vous vous expliquez ça. Alors moi, je l'explique par ce qu'on m'a toujours dit en fait sur les résultats nuls, personnellement, c'est qu'on a cette tendance à directement dégager les résultats nuls comme étant dus à des problèmes de méthodologie. Et c'est un truc qui est très très automatique que moi j'ai jamais compris. D'ailleurs, je suis très intéressé par savoir ce que vous en pensez. On m'a toujours dit, en gros, à partir du moment où tu as un résultat nul, tu ne peux rien en conclure, pas uniquement par manque de puissance statistique, ça je pense qu'on va en parler aussi après, mais aussi parce que tu ne sais pas si chez c'est pas que tu as fait l'expérience n'importe comment et du coup tu n'as pas de résultat. Ce que j'ai jamais compris avec cet argument, c'est que je ne comprends pas pourquoi faire n'importe quoi avec une étude aurait plus de chances de rendre un résultat non significatif qu'un résultat significatif. Parce que faire n'importe quoi de façon à rendre un résultat significatif, c'est très facile. Euh, rater Oui, son blinding, par exemple, et en fait, si tes participants sont complètement au courant de la manipulation expérimentale que tu essaies de faire, c'est faire n'importe quoi et tu as un résultat significatif très facilement avec ce genre de choses, par exemple. Donc, ouais, quand je, c'est je suis significatif, on d'accord. n'interroge pas ça. Pour moi, je comprends pas comment ça peut être considéré comme autre chose que du biais de confirmation, en fait. Bah, il y a l'argument il y a deux arguments. Il y a l'argument, tu sais, de l'erreur de mesure classique. Ouais, Donc, ça d'accord. voilà. Donc, si tu as un super mauvais proxy de ce que tu veux mesurer, si tu as une mesure complètement nulle, Ouais. tu vas pas trouver de corrélation. Donc ça peut être un argument. C'est un argument qui marche seulement quand il n'y a pas de consensus sur quelle est la bonne échelle. Et pourtant, moi, c'est quelque chose que j'ai entendu quand on était d'accord sur l'échelle. Par exemple, bon, un exemple, je sais qu'en psychologie, il y a peut-être un peu plus de guerre entre les échelles, mais par exemple, je prends en économie du travail, tout le monde est à peu près d'accord pour mesurer ce que c'est qu'un revenu du travail, tout le monde est à peu près d'accord pour mesurer l'emploi. Donc, tu as un indicateur qui est le taux d'emploi, un autre qui est la probabilité de rétention, donc la probabilité que les gens restent en emploi, ou voilà. Enfin, la probabilité, par exemple, que les gens restent au chômage. Et donc là, je veux dire, tu peux pas avoir l'argument d'une erreur de mesure classique parce que tu es d'accord sur ce que tu mesures. Mais ça pourrait être un des seuls des arguments théoriques pour dire peut-être que tu as mal fait ton expérience, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Mais enfin, je suis d'accord, c'est qu'un seul argument. Et puis après, tu as 1 milliard de trucs qui rendent un résultat significatif alors qu'il l'est pas, quoi. Ouais, et même une erreur de mesure peut aussi rendre un résultat significatif. Parce que si jamais tu fais des mesures, je sais pas, moi, tu regardes la corrélation entre deux échelles, si jamais tu mesures mal un truc et qu'en fait tu mesures un construit qui est complètement à côté de la plaque, finalement, mais qui Oui. quand même a une corrélation avec quelque chose, tu as un résultat significatif alors qu'en fait tu as complètement foiré ton étude. Et du coup, tu as une erreur de mesure et bah, c'est quand même significatif. Donc, même cet argument, en fait, pour moi, je suis même pas certain qu'il y ait plus de probabilité, en fait, à travers une erreur de mesure, d'avoir un résultat non significatif qu'un résultat significatif parasite, finalement. Bah, pour reformuler, c'est pour ça que je parle d'erreur de mesure classique. Parce que pour moi, l'erreur de mesure classique, Ouais, justement, c'est qu'il n'y a pas de biais. C'est que je mesure quelque chose, c'est ok, tellement nul que ça corrèle à rien. Mais en ok. fait, on pourrait reformuler ce que tu dis en disant l'erreur de mesure a peut-être plus de chances d'être non classique que d'être classique. C'est un cas Ouais, super particulier, une erreur de mesure classique, en fait. ouais, Pour absolument, le ouais, coup. c'est ça. Ouais, Moi, ce que je trouve intéressant dans votre
dialogue, c'est que vous partez directement sur les raisons que pourraient donner les chercheurs au fait qu'ils trouvent les résultats nuls, de moins bonne qualité. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est en fait, avant que les personnes rationalisent le truc, c'est qu'en fait, ils ont déjà cette impression. Et ça, pour moi, ça Oui, provient aussi d'une culture de recherche, de se dire, OK, ma première impression face à un résultat nul, parce qu'en fait, là, ce qu'ils ont mesuré, c'est une première impression. Ils n'ont pas demandé aux participants d'élaborer avec des questions ouvertes les raisons qui les poussent, c'est que des impressions qu'ils donnent, vous voyez? Et c'est vrai ouais, qu'en fait, ça fait partie d'une culture de recherche où on apprend très tôt qu'un résultat nul, c'est un résultat qui ne nous apporte pas les KPI nécessaires en recherche, voilà, pouvoir publier des résultats importants et de raconter une bonne histoire et de pouvoir. Et donc en fait, de base, on part avec ce. Alors, est-ce que c'est un a priori? Est-ce que c'est un automatisme? Est-ce que ça provient de la culture de recherche? Est-ce que ça provient des cours de stats qui sont mal faits? Est-ce que, en tout cas, quelque chose d'assez global qui fait que notre première impression, c'est qu'une p-valeur non significative ne nous apprendra forcément rien et n'est pas très intéressante, probablement parce qu'elle est pas bonne, quoi. Pas bonne mhm, pour quelle raison? Plein de raisons différentes, mais pas bonne. Ouais, je suis d'accord, effectivement. C'est vrai que c'est intéressant, comme tu le dis, en fait, parce qu'il y a finalement les vignettes ont assez peu d'informations derrière. Hein. Donc, effectivement, ça mesure surtout une première impression qui est juste quasiment, en fait, je me dis, on pourrait peut-être même juste mettre une vignette où il y a juste une ligne, résultat non significatif, ou alors résultat significatif, et ouais. qu'est-ce que vous en pensez? Il dirait, ah non, ça c'est nul. Non, là, il est marqué non significatif, non, c'est tout pourri ça. On en est quasiment là, en fait, finalement. C'est Oui, le assez scénario, intéressant. c'est un prétexte pour cacher ça, hein. Ouais, 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 exactement. bien Ouais. sûr. C'est viscéral en fait. Il y a peut-être un côté vraiment viscéral, quoi, de dire effectivement. Ouais. Ouais. Et bon. Après, il y a peut-être un sujet de validité externe parce que on pourrait se faire l'avocat du diable et dire en fait, là, c'est vraiment une vignette. Ils savent en gros que c'est pas une vraie étude, et donc ils répondent un peu avec leurs préjugés. Peut-être que s'ils recevaient un papier dans leur journal, ils auraient un peu plus de temps pour réfléchir et ils pourraient dépasser cette impression viscérale. Vous allez me dire que j'ai peut-être beaucoup d'espoir dans les chercheurs. Mais voilà. Non, mais t'as raison avec ça, parce que de base, on apprend que la méthode scientifique est là pour nous battre contre nos biais de confirmation. Donc là, ce que tu Ouais. es en train de dire, c'est les processus qu'on a mis d'édition sont là pour nous battre contre notre culture de recherche qui nous amène à rejeter directement un résultat sur la base d'une p-valeur. Mais du coup, comme on est obligé de lire l'article en entier, on s'empêche ça. Tu vois, c'est un peu ça que tu es en train de dire. Non, moi c'est plus un effet un peu mécanique. Alors moi je suis pas psychologue, mais limite système 1, système 2, quoi, de dire ça c'est l'impression un peu viscérale, et peut-être que quand tu dors dessus, tu prends un peu plus de recul. Mais c'est qu'une hypothèse, hein, j'en sais rien. Hein. Moi, c'est ça. Mais tu vois, ce serait pas le processus d'édition, mais ce serait pas le processus d'édition en soi. Tu vois, même s'il n'y avait pas d'édition, tu pourrais être dans un cas où tu lis le papier et tu y repenses 2 jours après. Et même si t'es pas dans un processus d'édition, tu te dis attends, Ouais. mais peut-être que voilà. Oui, ce que je Bon, veux dire, c'est que le processus d'édition t'oblige à lire le papier. C'était voilà, oui, surtout c'est ça. ça. Donc et ça, je suis d'accord. Et ça, c'est vrai. Et là, c'est vrai que ça, pour le coup, c'est une vraie limite de l'étude. C'est que il n'y a pas un papier en entier à lire. C'est vraiment qu'une vignette. Ouais, ouais, tout à fait. Et en Après, même bon, temps, on lit pas souvent le papier en entier. Non, complètement. Complètement. Ah, d'ailleurs, mais ce podcast est un exemple. Bah oui, parce que vous m'accusez de pas avoir tout lu, mais vous non plus, je pense que vous n'avez pas lu toutes les lignes de l'appendix. Ah non, mais moi je préfère parler de toi, bon. hein, s'il faut. Non, on a des Ok. invités exprès pour pouvoir refléter un peu, Ouais, je veux pour dire, si on invite difflect sur des les invités, invités. c'est pour qu'ils lisent à notre place. C'est pas pour que nous on continue de les lire, quoi. Faut arrêter. Non mais oh, faut pas non plus, faut arrêter quoi. Ouais, ouais. Euh, Ouais. donc ça, c'est les résultats vraiment principaux de la première étude. Mais il y en a plein d'autres, c'est vrai. Ouais. Il Est-ce que, y en a 4 autres. ouais. Bah vas-y, je continue. Si tu les as là encore. Ah ouais, je les ai. Donc, j'avais pris des notes. Donc là, c'est plus le papier que je lis, c'est mes notes. Mais de manière très intéressante, et ça, je m'y attendais pas. Donc, il regarde effectivement, quand tu changes qui a fait l'étude, si la pénalité pour résultat nul est plus importante selon que tu es un doctorant, un chercheur ou je crois que c'est un éditeur de revue. En tout cas, voilà, selon la seniorité de la personne, quoi, selon si tu es un doctorat ou pas. Et statistiquement, la pénalité est la même. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'on dise,
Tu vois, si c'est un truc de compétence il a mal mené son étude, si on admet cette prémisse, a priori, quelqu'un qui est un professeur d'université, qui a publié plein de papiers, tu peux moins lui attribuer ce biais-là, quoi. Donc tu pourrais t'attendre à ce que ça baisse. Mais là, non, c'est stable, quoi. Donc ça, c'est intéressant et un peu surprenant. Voilà. Il y a aussi un truc sur les oui. Il y a un seul point sur lequel il n'y a pas de pénalité, enfin ils ont la p-valeur associée n'est pas significative, c'est quand c'est fait par un éditeur et c'est sur la variable de qualité. C'est la seule. Pour tout le reste, ouais. Si c'est un éditeur et c'est de l'importance, il y a une pénalité. Et sur la publishability, il y a aussi une pénalité. Il n'y a que sur la qualité que ça ne l'est pas. Ouais. Très intéressant. Après, ils font beaucoup de tests. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Mais je trouve très intéressante ta remarque, Louis, sur le fait que tu t'attendrais à ce que la pénalité sur la qualité diminuerait avec la seniorité, parce que j'aurais eu la prédiction exactement inverse, moi. Que du coup, justement, les PhD étant encore finalement assez verts sur le système, et justement, tu le décrivais toi-même tout à l'heure, tu vois, tu disais, j'étais terrifié un petit peu à l'idée d'avoir des résultats nuls au début, parce que je me disais, ça se trouve, ça va être difficile à publier, machin, etc. Ça veut dire que du coup, quand on commence, on a justement cette sensation que on peut faire du très bon travail, et puis avoir des résultats nuls en faisant de son mieux, quoi. Et que du coup, justement, après, avec l'expérience, finalement, on se retrouve à être un peu embrigadé dans un système qui dit les résultats nuls, on s'en fout, les résultats nuls, c'est nul, et ça sert à rien. Alors qu'au début, on est là, genre, tous les résultats se valent. Ouais. Donc c'est marrant, du coup, ça m'aurait fait avoir la prédiction exactement inverse. Moi, j'aurais fait une prédiction non linéaire, en fait, si je tiens compte de cet effet-là. Je pense que quand tu es au moment du postdoc et du doctorat, tu as vraiment envie de publier. Puis une fois que tu as ta ténure ou une fois que tu es invirable, j'aurais pu espérer, tu vois, qu'une fois que tu es invirable, tu t'en fiches, quoi. Maintenant, une fois que ta réputation est faite. C'est vrai. Ouais, sauf que souvent, tu es obligé d'avoir des résultats significatifs pour avoir des financements. Et du coup, virable, pas virable, si tu veux avancer dans ta carrière, il faut que tu puisses payer des docs et des postdocs pour publier pour toi. Et du coup, tu es obligé d'avoir des financements et du coup, etc. Ouais. En fait, tu t'arrêtes jamais. Un dernier point de critique vis-à-vis de ça, c'est que si on regarde juste la vignette en tant que telle, c'est 3 professeurs ou 3 doctorants de l'université machin, a fait ceci, a fait cela. Et ensuite, paragraphe suivant, les chercheurs ont travaillé avec un échantillon d'eux. Et en fait, les chercheurs est le même, peu importe qu'on soit doctorant, professeur, éditeur, etc. Donc peut-être aussi que chez les participants, c'était pas très marqué en fait cette différence. Voilà, c'est une petite critique qu'on peut faire aussi de cette différence-là, c'est qu'en fait, c'est les premiers mots de la vignette, et ensuite on utilise systématiquement les chercheurs ont fait, indépendamment de ces premiers mots de la vignette, donc peut-être que c'était moins marqué. Ouais, après, un argument pour défendre ça, je pense que c'est une super critique, c'est que souvent quand tu lis un article, ça revient pas souvent le statut de la personne qui publie, quoi. Les gens disent pas je ou nous en tant que doctorant ou machin. Donc c'est pas très saillant quand tu publies. Je pense que c'est soit tu connais le nom ou tu connais pas le nom, et après tu te plonges dans l'article, quoi. Donc ça peut être une justification d'avoir. Et de ce fait, c'est là où je te rejoins complètement, c'est que si on avait donné le nom d'un prix Nobel et le nom d'un mec random qu'on connaît pas, peut-être qu'on aurait eu des effets plus forts. Ouais. D'ailleurs, il y a au moins un papier qui a été fait récemment qui montre que, je crois que c'est dans PNAS qu'il a été publié, en économie. Tu publies le même papier avec un nom de prix Nobel et un nom de pas prix Nobel, et la probabilité d'être publié ou la publiabilité augmente énormément. Donc c'est pas sur les résultats nuls, mais en effet, effectivement, complètement. Je pense que ça, c'est un vrai truc. Peut-être qu'il aurait fallu rendre la différence plus saillante, ouais. Observation anecdotique, malheureusement, je pense pas qu'on aura de papier là-dessus, mais je sais de sources assez directes que dans les départements de marketing à l'heure actuelle, vu la difficulté de publier dans les très très grosses revues, et par contre le bénéfice énorme, c'est-à-dire publier dans JCR juste un papier égale une carrière, immédiatement. En fait, il y a des juniors qui, à l'heure actuelle, contactent des gens très connus dans le milieu pour juste avoir un nom marqué sur le papier. Ils font rien du tout sur le papier.
Et en fait, ça augmente très 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 significativement la probabilité d'être publié dans des gros journaux de marketing, donc notamment Journal of Consumer Research. Et en fait, ça donne des carrières aux petits jeunes qui peuvent publier juste parce que on n'ose pas faire un desk rejection du papier Bah ouais. avec monsieur management, des trucs comme ça. C'est extrêmement grave, mais malheureusement, même si on Votre sait que ça se podcast fait. parle bien son nom. Hmm. Comment? Votre podcast porte bien son nom, hein. Oui. Oh là là! Mais on parle d'argent, du coup, il paye le senior. Ah, souvent c'est payé plutôt en question sociale. Après, tu vois, c'est plutôt genre t'es notre pote, tu vois, et puis on t'invite à une conférence ou des choses comme ça. Et puis ça se fait ça se fait par népotisme en fait pas mal quoi. Après, j'ai pas Voilà. de doute que des fois il y a de l'argent impliqué, mais en général c'est plutôt en échange d'une autre collaboration et puis de multiplication de papier, etc., etc. quoi. Ouais, c'est vraiment un truc à la Raoult, quoi. Parce qu'en plus, c'est vrai que Ouais, le chercheur expérimenté, il y gagne, quoi. Il fiche rien sur un papier et il a son ouais, nom dessus. Donc ça lui fait augmenter sa liste de publication de ouais. manière un peu Et dans mécanique, un quoi. Voilà, et dans un top journal. Donc après, il est genre, bon, c'est pas Nature, mais en management, à l'heure actuelle, c'est mieux de publier dans JCR que dans Nature en général. En marketing. Ouais. Ouais, oui, en marketing notamment, ouais. Et notamment parce que dans beaucoup d'écoles de commerce aussi, non seulement, donc il y a quand même l'aspect financier, hein, parce que il y a beaucoup d'écoles de commerce qui donnent des récompenses financières à tous les auteurs qui publient dans un journal très réputé dans le field. C'est le cas dans mon université, hein, on gagne 5000 balles à chaque fois qu'on publie par chercheur, à chaque fois qu'on publie dans un gros journal. Euh, dans un journal dans une certaine liste d'écoles de commerce, etc. Donc de toute façon, l'aspect financier, il est quand même là. C'est grave, Oh là c'est là. très grave, c'est très Ouais, grave. c'est très grave. Et ça c'est des choses, il n'y aura pas de papier scientifique qui vont examiner ça, je pense, avant un bon moment. Donc ça ne peut se connaître que par bouche à Ouais, oreille, c'est le genre de choses que tu malheureusement. verras plus dans des journaux journalistiques Oui, exactement, que ouais, tout à fait. dans des journaux scientifiques. Ouais. Si on continue, tu parlais, Louis, du fait d'être dans le top 5 journals ou d'être dans un journal dans le field. Bon, Ouais. là, j'ai le graphique sous les yeux et effectivement, il n'y a pas de résultat non plus, enfin, pas de différence non plus. Les deux, des deux côtés, on observe une pénalité quand même assez forte. Ouais. Effectivement, top 5 ou pas top 5. Enfin, c'est vraiment un truc. C'est une catégorie qui fait beaucoup de sens en économie top 5, hein. Il y avait même un papier, il faudrait que je le retrouve, où, bon, c'est un sondage évidemment, mais où tu as des chercheurs qui disaient qu'ils seraient prêts à donner un rein pour publier dans un top 5. Et c'est normal en fait, parce que c'est exactement comme le Journal of Consumer Research. Enfin, ça te fait ta carrière quoi d'avoir publié là-dedans. Tu publies Ouais. 2-3 et t'es très très bien quoi. Dans beaucoup de départements, c'est la condition pour avoir une ténure, c'est d'avoir un de ces journaux dans un 5, quoi, dans un top Ouais. 5. Donc, je ne sais pas si en psychologie, je sais qu'il faut qu'on tourne sur le papier, mais en psycho, est-ce que c'est aussi concentré que ça? Est-ce qu'il y a des journaux qui ont autant de pouvoir que le Journal of Consumer Research ou le top 5 en économie? Je pense que ça dépend des sous-fields. En général, je pense un peu moins qu'en économie, parce que on a un peu cette réputation, je pense qu'elle est vraie, qu'en psycho, le critère le plus important, c'est le nombre de papiers, même si c'est Voilà. dans des tout petits journaux tout pourris. Si jamais tu as 45 papiers dans des tout petits journaux moisis, il suffit que tu en aies un qui soit un petit peu je dirais, dans le deuxième quartile ou un truc comme ça, pour que, en fait, ça suffise pour tenir. En général, Ah je oui. pense qu'il vaut mieux avoir 40 mauvais papiers en psycho que un papier dans psychological research. Tu vois. En Mais fait, après, il y a cette ça dépend des culture très endroits. forte du low hanging fruit qui est vraiment, c'est très facile en fait de tester des petits trucs, de trouver des résultats significatifs et de dire ok, on a très légèrement investigué ce petit détail et donc on en fait un papier. Et comme on a beaucoup cette culture-là, moi c'est vrai que tu vois quand je travaillais dans le laboratoire d'économie, tu voyais bien que les chercheurs travaillaient. Ouais, ils ont leur projet principal, ils savent que ça va leur durer 6 ans, 8 ans, 10 ans, parce que vraiment ça va faire un papier qu'ils espèrent être dans un des top 5 journaux. Et à côté de ça, ils ont quelques low-hanging fruits. Nous, on n'a pas ça.
Nous, on va travailler que sur, on sait, tu vois, qu'on est financé pour un postdoc sur, voilà, on prend 4, 5, 6 articles qu'il va falloir sortir en 2, 3 ans. Mais on n'aura pas comme ça un grand papier qui nous suit toute notre carrière ou qui nous suit pendant 6, 8 ans, quoi. Ça n'existe pas, ça. Donc évidemment, les Ouais, journaux, c'est pareil. ouais, c'est très intéressant. C'est complètement l'inverse. Pour le coup, je trouve que psycho et économie sont vraiment deux extrêmes, quoi. Parce qu'en économie, le nombre compte, ne compte que conditionnellement à la qualité. Et il vaut mieux avoir 2 articles dans un top 5 que 30 articles dans un Q3, quoi. Ouais. Très intéressant, ça, pour ça. Vraiment. Euh, pardon. Après, Ah, il y a des départements où si jamais tu as peu d'articles, mais qui sont, si jamais tu as un Nature, un Psych Research et puis un PNAS, bon, t'es pris quand même, quoi. oui, c'est Et ça. C'est qu'en fait, il y a aussi le point où j'ai l'impression que c'est tellement vaste, diversifié, et il y a tellement de journaux spécialisés qu'en fait, c'est assez difficile de dire en psycho, on fait comme ça. ouais. Parce que Hmm. en psycho de la personnalité, c'est pas pareil qu'en psycho de la créativité, c'est pas pareil qu'en psycho qui est un peu lié à l'économie, type les biais cognitifs, enfin, ouais, c'est un peu différent en fonction de toutes les filières, c'est assez difficile parce que il y a des psychologues qui vont pouvoir publier dans des revues médicales, il y a des psychologues qui vont pouvoir publier bah, du coup dans des journaux de marketing, et du coup, bah, c'est pas des journaux de psycho, c'est des journaux d'autres fields, et du coup, c'est un peu ouais, difficile de généraliser, mais le fait qu'on soit si générique fait aussi que du coup, il y a, il y a pas de possibilité de faire apparaître des journaux très prestigieux en psycho, à part des journaux généralistes du coup. Bien sûr. Mais ça explique peut-être le développement de la métascience en psycho, en fait, cette culture-là, pour moi. Parce que pour faire de la métascience, il faut pouvoir publier plein de petites études de réplication. Et du coup, je pense que c'est plus possible avec la culture en psycho, quoi. Qu'en économie, bon, maintenant, il y a le journal Institute for Replication qui commence à publier des réplications, mais vraiment, ça n'a aucune valeur, quoi. Donc, c'est peut-être meilleur, en fait, d'avoir une culture qui n'est pas obsédée par avoir quelques journaux, quelques articles, quand on sait comment quelques articles peuvent être biaisés, et d'avoir une culture qui valorise quand même le faisceau de publication. En fait, on en parlait avec Nathanaël. Alors là, je pourrais plus dire dans quel podcast, donc c'est pas grave, de toute façon, je vais le redire. Pour moi, il y a le point positif. En fait, c'est beaucoup plus anarchique en psycho, dans le sens où, bah, du coup, ça permet de faire apparaître beaucoup de petits bourgeonnements de choses, quoi. Je veux dire, si tu veux lancer ton propre journal très fortement orienté open science, c'est facile à faire parce que tu sais que tu vas avoir un peu de personnes qui vont suivre. Mais en fait, ça fera très rarement changer les journaux centraux, les journaux les plus Oui. intégrés. En économie, ce qui est assez fou, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il suffit qu'un jour, il y ait un des éditeurs des top journaux ou d'une grosse association qui se réveille le matin et qui dit, allez, à partir d'aujourd'hui, le préenregistrement est obligatoire, ou à partir d'aujourd'hui, mon association finance, tu vois, Theoretical Economics. À partir d'aujourd'hui, on décide que tous les papiers sont en open access et bim, ça change complètement la culture. Et en fait, ça arrive très Mm. tard, mais ça arrive d'un coup. Alors qu'en psycho, ça bourgeonne, ça bourgeonne, ça bourgeonne, mais il y a rarement ce point de bascule qui fait que tout le monde s'y met, quoi. Ouais. C'est vraiment deux fonctionnements très différents. Ouais, j'ai Très souvent intéressant. l'impression qu'en psychologie, il faut convaincre chaque psychologue un par un des intérêts de l'open science, parce qu'en Et fait, il y a rien de centralisé nulle part. En fait, à chaque fois, il faut aller faire une intervention et même chaque équipe au sein d'un laboratoire, voire morceau d'équipe au sein d'un laboratoire, faut venir leur exposer des résultats pour qu'ils commencent à changer quelque chose. Il n'y a jamais rien qui change d'une façon vraiment centralisée et qui arrive à convaincre les gens. Enfin, c'est la sensation que j'ai moi, en tout cas. moi, la sensation Mm. que j'ai, c'est que vraiment en économie, on a voilà, des références économiques. Voilà. On a des experts de l'économie et on a des noms. Et bizarrement, il y a des mecs, moi, j'ai jamais entendu parler, mais tous les économistes connaissent. Genre, moi, j'ai découvert John List que je connaissais pas. Bah, tous les économistes à qui je parle, ils connaissent John List. En psycho, ça n'existe pas, ça. Je veux dire, les experts de la dépression, je les connais pas. Les grands experts de l'anxiété, les grands experts des biais cognitifs. En fait, chacun est expert de son domaine, mais il n'y a pas un expert de la psycho. Enfin, évidemment, John List, c'est Ouais, pas un complètement. expert de l'économie, mais en fait, c'est un peu l'idée de très fortement méritocratique avec vraiment un oligopole presque Ouais. de top personnes tout en haut qui, quand il y en a un qui dit OK, je change quelque chose, ça change vite.
Et on n'a pas ça Ouais. du tout. Bah, ouais, alors, méritocratique, t'es gentil. Il y a beaucoup de népotisme, d'être dans la bonne institution au bon moment. Après, John List, moi, j'adore ce mec. D'ailleurs, j'ai publié je sais pas si vous avez vu, j'ai publié un billet de blog sur son book sur comment scaler des interventions. Donc, comment, quand on fait une petite intervention à petite échelle, on peut s'arranger pour essayer de voir si ça a marché à plus grande échelle. Ça Donc, s'appelle The voilà. Voltage Effect, c'est le livre. Ouais. Ouais, ouais. Je le trouve vraiment très bien ce bouquin, puis il a fait plein de trucs ce mec. Mais oui, enfin bref, donc truc à part, oui c'est vrai, et je pense que ça procède aussi de cette proéminence des meilleurs journaux. Parce qu'en fait, comme il faut absolument publier dans le top 30, 50, bah, tout le monde se met à faire des choses qui plaisent au top 30, 50. Je pense que c'est vraiment une conséquence, un effet de la concentration du pouvoir dans les plus hauts journaux en fait. Et c'est vrai que ça a eu aussi des effets positifs récemment, parce que maintenant, la plupart des grands journaux en économie, autant que possible, il y a du open access et du open code. Et c'est vrai que ça s'est fait très vite, en fait. L'AEA a dit maintenant, ça suffit, open code, et ça y est, quoi. Voilà, le défaut, c'est qu'il faut convaincre des gens au top. Et tant que tu n'as pas convaincu les gens au top, il ne va rien se passer. Mm. Ouais. Ouais, mais l'open code en psycho, c'est dans 40 ans, hein, à l'heure actuelle. Alors que ça fait 40 ans qu'on en parle. Oui, tout à fait. Ouais. Non, c'est Enfin vraiment bon, des donc, fonctionnements différents. Ouais. tout à fait. Est-ce Et, qu'on et- et donc revient, voilà. Ouais. est-ce qu'on revient à Ouais. l'étude 2 de l'article parce qu'on peut continuer de parler de différences économie et psycho autant, mais je pense que c'est quand même intéressant de parler du coup de l'utilisation des p-valeurs en tant que telles. Ouais, tout à fait. L'étude Donc, 2, ce qu'il y a de ouais. différent avec l'étude 1, c'est que donc ils ont rééchantillonné, ils ont pris un nouvel échantillon qui cette fois n'était que des jeunes chercheurs. Ouais, je lançais la perche pour que vous la Ah, saisissiez. Et effectivement, ça a mordu. non, mais je te trouve bien lancé. Tu veux pas, Ah tu veux oui, pas bah non, mais en fait, continuer? je faisais que de mémoire en mode, bon, bah dès que vous y êtes, vous me reprenez. Mais alors, personne m'a repris, quoi. Bah, en fait, moi, j'ai noté les 5 résultats, mais j'ai pas à ventiler entre les deux études, quoi. Donc, je sais qu'il y a un résultat qui est que, effectivement, les résultats sont encore plus pénalisés lorsqu'un certitude est communiqué avec des p-values plutôt qu'avec des erreurs standards. L'usage de p-value augmente la perception de la mauvaise qualité d'une étude avec un résultat nul. C'est ça, il me semble, hein. C'est que la Ouais, p-value pénalise, c'est ça? encore plus, Euh, ouais. Encore plus, voilà. Donc ça, pour le coup, c'est intéressant, mais a priori, ça ne m'étonne pas, pour le coup. Alors, encore Euh, plus, mais alors ça, c'est intéressant. Faut que je vous en parle de cette phrase qui m'a beaucoup intéressé dans l'article. C'est le point 3.3, page 13, si ça vous intéresse. On nous ouais, bien sûr. dit, Nathaniel, il me dit oui. La pénalité du résultat nul sur la publicabilité perçue est 3,7 points de pourcentage plus élevé quand les résultats sont présentés en termes de p-valeur qu'en termes d'erreur standard, ce que vient de dire Louis en version pas lue. Avec, entre parenthèses, P égale 0,09. Voilà, donc non significatif. Hein. Donc c'est vrai que c'est quand même assez extraordinaire, ouais. Parce que du coup, ils présentent un résultat non significatif, mais dans la phrase le disent comme s'il l'était. C'est un peu Oui, oui, malheureux. oui. Bah, ouais, tout dépend de la puissance statistique aussi. Je sais qu'en écho, on est passé de marginal significatif à significatif. Euh, En fait, je crois qu'il n'y a pas de bon seuil. Il faut regarder la taille de l'effet, quoi. Il me semble pas qu'ils fassent d'études de puissance dans l'expérience. Ça, je l'ai pas vu. Non, non, ils Non. n'ont pas fait. Sachant que, oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que cette étude 2-là, je crois que c'est genre 230 participants, donc quasiment 2 fois moins que l'étude 1. Et effectivement, du coup, Donc, une différence entre l'erreur standard et la p-valeur de 3,7%, ce qui n'est pas non plus dans l'absolu énorme. Donc, petite pénalité de la p-valeur par rapport à l'erreur standard, mais a priori, les économistes comprennent ce que c'est que l'erreur standard. Probablement, je voudrais pas qu'on fasse l'épisode entier sur la différence entre psychologue et économiste, et je ah, pense que si tu parles d'erreur standard à des psychologues, ça va être très différent les résultats que si on parle à des économistes. Oh oui. ah oui, c'est super. Enfin, mais en fait, on est très monomaniaque les économistes. Donc, en fait, c'est quasiment un des rares indicateurs statistiques qu'on utilise, quoi. C'est le coefficient de régression, l'erreur standard. Même les coefficients de corrélation partielle. Enfin, ça, on sait ce que c'est quand même, mais c'est pas utilisé. Enfin, on est très monomaniaque, donc oui.
Effectivement, c'est un truc qui est standard. Et il y a même des papiers où il n'y a pas de p-value, il y a juste le coefficient erreur standard. C'est tout. Ouais, c'est hyper intéressant, hein. C'est vraiment parce que tu demandes à un chercheur en psycho, c'est quoi un intercept, c'est quoi un coefficient? Eux, ils regardent la p-valeur et Ouais, à la rigueur le r carré du modèle. Mais ouais, vraiment, ouais, il y aurait beaucoup à en dire malheureusement sur je dirais pas sur la mauvaise formation des psychologues en stats, mais sur je dirais la variation possible, la variance de la compétence en statistique des chercheurs en psychologie. Parce qu'il y a des gens qui sont incroyablement forts et il y en a qui, enfin faut pas lire leur papier quoi. Parce ils savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait dedans quoi. Et c'est C'est triste. terrible. Oui, c'est Ouais. terrible. Ouais. je suis en train de voir, en fait, non, c'est pas 200, c'est 95 étudiants. Je viens de voir. Ah oui, l'étude 2? Ouais. Attends, je regarde. Ah En fait, oui. c'est un peu difficile parce que Louis nous disait c'est vachement bien écrit les articles d'économie et tout. Mais là, en fait, je suis Mais en j'ai train pas de me dit ça. dire, J'ai je suis en train de absolument pas me dit ça. dire qu'en fait, là, c'est à la fin, juste avant la conclusion, le point 4.3 sur la précision statistique perçue. On a invité 500, c'est ça dont je me souvenais, on a invité 500 étudiants et il y en a 95 qui ont répondu. Mais en fait, c'est sur la précision. En fait, ils ont demandé, en fait, je crois qu'il n'y a eu qu'une étude et la deuxième étude, c'est ça. On a demandé aux participants la précision, on leur a donné les vignettes et on leur a demandé à quel point pensez-vous que le résultat est précis. Et Ah. donc, ces étudiants, donc ces étudiants de master trouvaient que les résultats nuls étaient largement moins précis que les résultats non nuls, alors que l'erreur standard est la même. Ouais, pour Oui, mais ça, c'est la même encore un erreur autre standard. résultat, non? Ah, Oui, tout Ouais. à fait. alors là, s'il y a encore Il me d'autres semble que c'est encore un autre résultats, résultat. Ouais, ouais, mais alors, j'ai jamais dit que les papiers en écho étaient bien écrits. Et je pense que c'est aussi un problème d'avoir des papiers si longs, c'est que tu as trop de résultats aussi. c'est vrai. Et Ouais. le fait de tout résumer dans l'intro fait qu'en fait, comme c'est malgré tout pas une. Parce que pour la précision, ce qu'on disait avant, c'est que dans plein de disciplines, en fait, c'est plutôt l'écho, on dit, qui est à part. En intro, tu donnes pas tout, les résultats et tout. Alors que en écho, tu racontes absolument tout dans l'intro. C'est une espèce de grand résumé. Mais c'est un grand résumé avec beaucoup de degrés de liberté aussi. Qu'au moins, quand tu as un truc où la méthode, tu sais que dans la méthode, dans les données, tu vas donner le nombre de participants, tout ça. Alors qu'en intro, en écho, donc dans la méthode, et dans la data, tu vas devoir dire ce genre de choses comme les participants, machin. Mais dans l'intro, c'est un peu freestyle. Donc, ça peut te permettre de cacher un peu la poussière sous le tapis. Voilà. Ça, c'est aussi un défaut, d'avoir des intros trop longues avec trop et pas trop standardisées, en fait. Effectivement. Mais oui, en effet. Et donc, par contre, là, il y a ce biais statistique qui est de dire que les gens pensent que le résultat est plus imprécis alors que c'est la même erreur standard, quoi. Voilà. Juste parce que les résultats sont non significatifs, ouais. 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 Alors que non, c'est juste faux, ça. Donc, voilà. Ouais. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. Ouais. Ouais. Et ensuite, on a la conclusion qui fait 8 lignes, qui est vraiment hyper courte. Bon, Oui. voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais finalement, en fait, faut retourner à l'introduction pour voir un peu des explications par rapport, voilà, ce que les auteurs disent de l'explication de pourquoi est-ce qu'ils trouvent ces effets-là. Ou les résultats. Parfois, alors, je sais pas trop ce qu'ils disent dans la section résultats, là, mais Moi, oui. j'avoue que les résultats, je regarde les figures, moi, parce que lire, c'est pas mon truc. Ouais, c'est Ouais, vraiment, les je images, regarde la figure les B3 qui images, c'est bien. permet Voilà, de mais tout avoir. c'est pour dire en général, parfois on parle des mécanismes aussi. Ouais. Voilà, on parle aussi de mécanismes dans les résultats, en intro et dans les résultats aussi. Voilà. Mm. Ouais. Mais bon, mais donc là, effectivement. Et alors, qu'est-ce que ça nous apprend cet article au final? Si on doit tout résumer, j'ai l'impression qu'en fait, on a vachement couvert les points principaux quand on s'est mis à parler de pourquoi les chercheurs, indépendamment du résultat en tant que tel, trouvent que les articles, enfin que les résultats nuls sont de moins bonne qualité. Voilà, on a discuté un petit peu de ça, mais finalement, c'est quoi ce qu'on peut retenir de cet article et de ses résultats au global? Moi, je pense que ce qu'on peut retenir quand même qui est intéressant, c'est que c'est un des seuls articles que j'ai vu, je connais pas très bien la littérature, qui, on va dire, isole l'effet nul, en fait.
C'est-à-dire que dans tous les autres papiers où tu dis, voilà, oui, mais les papiers qui sont pas significatifs ont moins de chances d'être publiés, tu peux avoir 50 000 explications autres que le fait qu'ils soient pas, le fait qu'ils montrent pas un résultat négatif pour lequel ils ne sont pas publiés. Hmm. Là, le design expérimental fait qu'on sait causalement, comme c'est le seul paramètre qui varie, que voilà. Donc, je pense que cette conclusion-là, c'est on est capable d'isoler la pénalité au résultat nul. Et donc, c'est je vais dire, une grosse tarte dans la face. Non, mais quelque chose à montrer aux gens qui disaient, Nathanaël, oui, mais si le résultat est nul, ça veut dire que l'expérience a été mal faite. Visiblement, on ne sait pas toute l'explication, parce que, toute chose égale par ailleurs, il y a un effet sur la probabilité de publication. Donc ça, je pense que c'est un truc important. Euh, c'est intéressant, cette histoire de p-value et d'erreur standard, sur la perception des résultats par les chercheurs. Donc, je pense que la manière dont la précision d'un résultat est perçue dépend de la lecture statistique qu'on utilise. Ça, c'est aussi intéressant et c'est surprenant. J'aimais beaucoup effectivement le résultat sur l'absence de corrélation entre la seniorité et la nulle penalty. Mais je suis d'accord avec Adrien. C'est peut-être pas assez saillant. Il n'y a peut-être pas assez de variation dans le prestige en fait. Voilà. Mais ce qu'on sait, c'est que au moins sur des catégories qu'on a l'habitude de croiser dans le monde académique, quoi, entre doctorants et professeurs, il n'y a peut-être pas d'effet si fort que ça. Voilà. Mais ça ne se généralise pas à un prix Nobel ou une star de la discipline, surtout comme on le disait, dans une discipline comme l'économie, où il y a effectivement des stars de tout. Voilà. Donc voilà, probablement que la pénalité au résultat nul est différente pour les gigastars. Et puis un autre truc aussi que j'ai envie de retenir, dont on n'a pas parlé, c'est que lorsque les résultats vont à l'encontre des prévisions d'experts, ils sont encore plus pénalisés. Alors qu'on pourrait s'imaginer que les top journaux, notamment, ont vraiment envie de publier des résultats qui vont à l'encontre du consensus. Là, il semble que le mécanisme, c'est plutôt oh là là, on a 50 études qui vont dans le même sens, il y a une nouvelle étude qui ne va pas dans ce sens-là. Donc, ils ont dû merder quelque part, quoi. Ils ont dû faire une erreur de code quelque part. Voilà. Voilà ce que je retiendrai de cette étude, personnellement. Ouais, aussi. Et, et alors, au-delà juste, bon, déjà merci pour ce résumé, mais au-delà de ce résumé, justement, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ça en fait? Toi, tu disais, on en a discuté un petit peu, que voilà, il y avait les éditeurs qui pouvaient mettre un grand bandeau disant enfin, si vous avez des résultats négatifs, venez nous les envoyer pour qu'on les étudie quand même et qu'on les prenne au sérieux. Euh, bon, déjà, est-ce que vraiment c'est le cas? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on les envoie qu'ils les prennent vraiment au sérieux. Des fois, ça peut être juste pour se donner bonne conscience, etc. Et finalement, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer? Ben, déjà, on a du mal à identifier le mécanisme, hein, parce que évidemment, l'étude ne permet pas vraiment de le faire. Vous avez proposé une explication. Moi, je pense que c'est plutôt vraiment d'un point de vue culturel de recherche qui fait qu'en fait, on intériorise le truc. Comment on change peut-être cette culture de recherche, comment on commence à s'intéresser plutôt aux résultats nuls. Est-ce que c'est, comme le disait Louis au tout début, s'intéresser un petit peu à la philosophie de la science, comment fonctionne la science et comment devrait fonctionner la science, en disant bah, finalement la science devrait être emplie de résultats nuls avec de temps en temps, très rarement, des résultats significatifs. Ou est-ce que finalement bah, on devrait continuer à chercher systématiquement, ne publier systématiquement que des résultats significatifs et s'étonner des résultats non significatifs. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez généraliser en fait de cette étude? En quoi ça vous a apporté quelque chose dans votre réflexion? Nathanaël, peut-être, ou c'est d'inspi. Ouais, bah, ce qui est intéressant, bah, Louis l'a déjà relevé, c'est qu'effectivement là on est sur quelque chose d'expérimental, mais donc du coup bon, on a effectivement un petit peu plus de possibilités d'avoir, enfin d'exploration causale en fait du problème. Après, honnêtement, je dois dire, pour moi, l'étude ne fait que confirmer quelque chose que je suspectais très 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 fortement, parce que en fait, quand on discute avec les collègues, et même en fait, faut aussi se mettre aussi un petit peu en question, hein, même quand on regarde nous-mêmes, je pense la façon dont on voit les papiers, ne serait-ce que par exemple au niveau de l'importance ou de l'intérêt qu'on donne au papier, effectivement, je pense que naturellement, on trouve moins intéressant un papier qui fait de belles prédictions, qui a toute une intro qui dit ah voilà la théorie sur laquelle on se base, et puis à la fin ça retombe comme un soufflé parce qu'en fait, il s'est rien passé. Et,
Et en fait, c'est vrai qu'il y a une exploration. Peut-être que, à mon avis, j'aimerais bien voir plus importante en fait sur d'autres études, parce que peut-être aussi que l'une des raisons pour lesquelles on part directement du principe que c'est pas très intéressant, c'est parce qu'on a l'habitude d'avoir des études qui n'ont aucune puissance. En tout cas, je sais que c'est comme ça en psychologie. Donc pour les auditeurs, la puissance statistique, en fait, c'est la probabilité d'avoir un résultat positif, étant donné que l'hypothèse elle est vraie en fait. Genre, on devrait observer un effet. Et donc l'inverse de la puissance, finalement, c'est l'inverse. Donc en fait, c'est le fait d'avoir un faux négatif, c'est-à-dire que l'hypothèse en fait elle devrait être vérifiée, mais par des effets statistiques, en fait, on voit un résultat qui est faux, alors qu'en réalité il est vrai. Et en psychologie, par exemple, on a tendance à avoir des études en moyenne qui sont à peu près à une puissance de 20%. C'est-à-dire que même si toutes les hypothèses du field étaient vraies, chercher à explorer, bah en fait, il y aurait que 20% de résultats significatifs. Donc automatiquement, un résultat non significatif, qu'est-ce qu'il veut dire dans une situation comme ça en fait? Bah, il veut pas dire grand-chose. Même si mais tout était vrai, on aurait quand même 80% des études qui diraient que c'est faux. Et peut-être que c'est ça qu'on internalise, en fait. On sait qu'on ne prend que 30 participants et puis on les divise en 4 groupes de pas grand-chose. Je ne vais pas faire 30 divisé par 4. On va pas, voilà. Et puis en fait, ça fait une étude où si jamais c'est significatif, ça veut, en partant du principe qu'il n'y a pas de p-hacking, ce qui est une hypothèse très 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 coûteuse, très coûteuse. Et en partant de cette hypothèse, si jamais c'est significatif, ça veut vraiment dire quelque chose. Par contre, si ça ne l'est pas, ça veut rien dire, parce on avait 80% de chances de base d'avoir un résultat négatif, même s'il y a quelque chose qui part. Donc peut-être que ça, c'est un truc qu'on a internalisé, et ça, c'est pas adressé en fait finalement dans le papier. Et peut-être que en fait les gens qui lisent les études partent de ce principe. Ils disent de toute façon, c'est comme toutes les autres études, c'est underpowered, et du coup en fait on observera. Il n'y a que le résultat positif qui est intéressant. Mais du coup, ça implique quand même, ta vision des choses implique quand même qu'il y ait une conscientisation de la part des éditeurs, des peer reviewers, etc., qu'en fait c'est normal ce qui se passe. Que c'est normal en fait d'avoir une faible puissance, que c'est normal. Peut-être. Alors personnellement, je donne cette explication. Moi, elle me convainc pas parce que je pense qu'elle est. En fait, je pense que c'est une mauvaise. Je pense que en fait, c'est une heuristique qu'on pourrait potentiellement utiliser, mais à mon avis, elle est mauvaise parce que même si on a une faible puissance statistique, en fait, le résultat négatif, il est très informatif quand même. En fait, si jamais on retire tous les résultats négatifs et qu'on prend que les positifs, on biaise complètement l'inférence qu'on peut faire sur la vérité derrière le test, la vérité de l'hypothèse. Et c'est complètement biaisé. Et en fait, en réalité, même si on fait un simple petit calcul bayésien un petit peu à la sauce Ioannidis 2005, hein, on se rend compte si jamais on introduit dans ce genre de calcul l'inférence sur la véracité de l'hypothèse derrière, qu'on introduit un biais de publication qui retire les résultats négatifs, en fait, on se rend compte que on peut quasiment plus faire d'inférence sur la vérité. C'est-à-dire qu'une étude positive, si jamais de base on avait 10% de chance que que l'hypothèse derrière soit vraie, maintenant on a 11%. Donc une étude positive, elle veut plus rien dire du tout en fait dans ce genre de situation. Alors que ironiquement, avec un très fort biais de publication, un résultat négatif, il est plus informatif au niveau de l'inférence qu'on peut faire qu'un résultat positif. C'est particulièrement ironique. En particulier, étant donné que si on parle justement de philosophie des sciences, quand on fait de la vulgarisation scientifique, en général, il y a forcément un moment où on va parler de Popper et puis de la falsification des hypothèses, et aussi sur le fait que la vraie science, c'est attaquer les hypothèses, donc essayer de les prouver fausses, et seulement les accepter si jamais on n'arrive pas à les prouver fausses. Mais c'est complètement fou, parce que c'est absolument pas du tout comme ça que ça marche, quel que soit le niveau, en fait. Ça marche pas Moi, comme ça au niveau de la publication, ni au niveau individuel, en fait. je vais faire un peu l'avocat du diable par rapport à ça. C'est que, en fait, tu pars aussi du principe que 99% des études ont un échantillon très faible.
Il se trouve que quand même, en psychologie, bon là, voilà, on exclut un peu Louis de cette partie de la discussion-là, mais il va vite revenir. Oui, oui. Il se trouve qu'en psychologie, souvent, ce qui se passe, c'est que quand un champ de recherche commence à prendre un peu d'importance, il va y avoir des fonds qui vont être donnés pour faire une grosse étude. Donc ça va être la fondation Bill et Melinda Gates, la Templeton Association, le COS, voilà, tout un tas d'associations qui disent, OK, cette fois, on va prendre 10 000 participants et on va publier un truc là-dessus. Ouais. Et souvent, que la résultat soit significatif ou pas, c'est publié. Et ce qui fait qu'en fait, ça permet d'avoir une fois pour toutes une grosse puissance pour pouvoir décider de. Et finalement, Ouais. est-ce que on est censé se dire, pour décider de si une hypothèse est vraie ou pas, on fait la somme de toutes les études sur le sujet du fait qu'il y ait plein de toutes petites études et une grosse, ou est-ce qu'en fait on croit que la grosse étude? Ce qui pose aussi la question de à quoi ça sert les méta-analyses, hein. Moi je suis aussi d'accord qu'il faut aussi se poser la question. Les méta-analyses où tu prends Ouais. toutes les études, plutôt que de prendre que la bonne étude randomisée, contrôlée, double aveugle, où on a testé l'aveugle, etc., quel est l'intérêt de la méta-analyse par rapport à ça? Mais de ce fait, ça pose quand même, tu vois ce que tu disais, enfin en fait, je reviens sur un article qui a été fait par Daniel Lakens et Isager et je sais plus les autres qui disaient en fait pour s'intéresser au coût-bénéfice d'une réplication, là, c'est là aussi que ça va intéresser Louis et le Center for Replication, c'est que euh, c'est Center for Replication, non, je sais plus ce que c'est le C'est Institute for for Replication, ouais. Replication. C'est de dire en fait pour trouver la valeur d'une réplication, on doit utiliser la taille d'échantillon initial et le nombre de citations. Et on fait le rapport entre les deux. C'est-à-dire les études qui ont le plus de citations et l'échantillon le plus faible, il faut qu'on les réplique avec un échantillon plus fort pour être sûr que ben, du coup, le risque de faux positifs ne soit pas si important que ça. Et finalement, c'est ça, à mon avis, qui est important, c'est que toutes les études faites sur 40 échantillons, enfin sur échantillons de 40 personnes, mais qui sont citées par trois autres articles, qui sont en fait des articles des mêmes chercheurs, etc., tant pis que ce soit faux finalement, et créons des Mm. filtres qui soient, voilà, c'est les articles qui, eux, ont vraiment un impact fort et qui sont discutés par plusieurs chercheurs différents, etc. Eux, on les réplique vraiment avec une taille d'effet suffisante une fois, et là, on voit ce que ça donne. C'est un peu l'avocat Ouais. du diable, quoi, mais... Une fois Mais après, je en pense pas que ce soit fait, suffisant. Mais peut-être deux, trois fois, mais c'est vrai, ouais. moi je rejoins assez, enfin, moi je viens d'une culture en fait où en éco, on est assez contre les enfin, il y a quelques méta-analyses en éco, ça existe, il y en a quelques-unes influentes, mais il y a plutôt cette culture de dire on va trouver la bonne étude, quoi, l'étude qui est la mieux faite. Par exemple, comme on a une culture très inférence causale sur données observationnelles, ça a plein de défauts aussi, mais du coup, on aime bien citer l'étude où vraiment il y a le meilleur groupe contrôle, quoi, plutôt que des trucs où il n'y a pas un bon groupe contrôle, on se contente de contrôler par ce pourquoi on peut. Bon, ce qui a aussi un autre défaut qui est complètement en dehors de cette discussion, qui est que parfois l'étude avec le meilleur groupe contrôle, elle est dans un contexte super particulier qui s'applique pas dans d'autres contextes. Mais bon, mais, euh, mais en tout cas, moi je suis d'accord que c'est une heuristique qui est assez puissante en fait, parce que une méta-analyse dépasse rarement, surtout dans la manière dont fonctionne la science actuellement, les erreurs initiales des études qu'elle agrège, quoi. Si on était en fait dans un monde idéal où tout le monde publiait ses études, on pourrait se dire ah mais c'est super, tout le monde publie plein de petites études avec des effets qui sont pas significatifs et paf on les agrège et comme ça on voit qu'en agrégeant les mini-études on a des petits effets significatifs qui apparaissent, ce qui est une des vertus théoriques des méta-analyses. Le problème, c'est que la science fonctionne pas comme ça, parce qu'il y a tellement d'études qui sont passées à la trappe que si tu agrèges des études, tu agrèges un échantillon très sélectionné des études. Donc, ouais, moi, je suis assez d'accord avec ces études-là, parce que, enfin, en vrai, dans un monde idéal de la science, moi, je reviens sur ce que tu dis, Nathanaël, ce serait super hein, de dire, en fait, on publie 80% d'études qui sont pas significatives, et dans un deuxième temps, on les agrège ensemble pour voir ce qui tient quand c'est assemblé ensemble, quoi. Donc ça, ce serait plutôt l'idéal. Mais maintenant, en fait, je pense que c'est ça. Cette façon de voir-là, c'est dans une science idéale. Effectivement, on pourrait publier plein d'études pas significatives pour les agréger après. Mais dans le contexte actuel de la science, avec tous les biais corrélés entre les auteurs et tout, enfin, je veux dire, avec le même auteur, la corrélation intra-auteur, effectivement, vaut mieux prendre des papiers très influents et les faire répliquer par d'autres gens avec une taille d'échantillon suffisante, quoi, plutôt que d'assembler plein de petits trucs. Euh, un autre point aussi qui me vient, c'est que, et ça rejoint ce que tu disais, en fait, je pense que la nécessité d'avoir des résultats nuls, elle dépend aussi du stade de recherche.
Je pense que par exemple, si tu lances une nouvelle hypothèse sur le fonctionnement du cerveau humain, bah, si tu n'es pas capable de fournir des hypothèses que le cerveau fonctionne de la manière où les décisions sont prises de la manière que tu veux, bah, ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt en fait. C'est peut-être un programme de recherche pas très intéressant. Mais en fait, et c'est dans un deuxième temps, pour le coup, qu'on veut savoir s'il y a des, voilà, qu'on veut publier éventuellement des études négatives. Mais peut-être on peut dire, je procède en deux temps, quoi. L'étude qui amorce une nouvelle façon de voir les choses. Bah, on veut quand même que les gens, s'ils posent des hypothèses, ils trouvent des preuves de ces hypothèses. Mais les résultats négatifs sont attendus dans la deuxième phase, dans la réplication. Et ça rejoint ce qu'ils disent dans l'article, et je finis là-dessus. Ils insistent beaucoup dans l'article aussi, enfin ils insistent pas, mais ils parlent de cette littérature sur la conception des politiques publiques, et de dire en fait, on n'a peut-être pas envie d'avoir 25 000 expériences de politique publique qui testent des politiques publiques qui sont nulles, qui sont mal conçues. L'exemple typique de John List, c'est tu veux tester une méthodologie particulière, une pédagogie particulière, mais tu payes super mal tes profs, donc tu as des super mauvais profs. Bon bah ça, c'est un résultat nul, mais qui est pas intéressant en fait, parce que tu sais pas dans ce cas-là si c'est parce que la pédagogie est mauvaise ou parce que les profs sont mauvais. Et donc ça fait écho à ce que je disais. Quand tu es en phase 1, que tu proposes une hypothèse ou une politique, il faut que tu aies des résultats un peu encourageants. Et puis quand tu passes en phase 2, par contre, il faut plus du tout filtrer les résultats négatifs. On a Euh, le même principe dans le milieu médical avec ce qui s'appelle l'échelle précis, qui est du coup l'échelle pragmatique versus exploratoire, où on dit bah en fait exploratoire on contrôle rien, pragmatique, pardon, exploratoire on contrôle tout, pragmatique on contrôle rien. Et un essai qui est pragmatique, où on contrôle rien, bah au moins on est sûr que le médicament il est efficace chez tout le monde, parce que du coup il va être mis à l'échelle facilement une fois qu'il sera remboursé, etc. Alors que s'il est dans un essai exploratoire, on est sûr de l'efficacité du médicament et on peut même comprendre les mécanismes d'efficacité du médicament parce qu'on a tout contrôlé. Et en même temps, on ne sait pas si ce médicament reste efficace une fois qu'on ne contrôle plus. Et ça se pense dès la conception expérimentale. C'est ça aussi qui est intéressant. Oui. moi, ce qui me gêne avec l'idée de ne pas publier même en première instance, en fait, en première phase, les résultats négatifs, c'est que si jamais du coup tu as 100 équipes qui ont la même idée, et que tu as 100 équipes du coup qui ont des résultats négatifs, ça veut dire tu en as une, enfin en moyenne du coup, tu en auras 5 qui auront un faux positif. Et en fait, en faisant comme ça, en fait, ça garantit qu'au bout d'un moment, tu finis par avoir en fait le résultat qui sera positif parce que personne n'a vu que ça ne marchait pas. En fait. Ouais. Et à partir du moment où il y a une convergence en fait des idées, où tout le monde teste où il y a plein de gens qui testent la même chose, en fait, obligatoirement, tu finiras statistiquement par avoir un résultat positif. Et donc, bah, Ouais. Il y voilà, a, et ça peut faire en fait des champs entiers qui s'ouvrent, tu vois, de cette manière-là, et puis ensuite tout le monde est là, ah ouais, mais quand même c'était significatif, c'est qu'il il y y a avait le quelque chose point, à trouver. je vais boucler du coup aussi avec ce que disait Louis juste avant par rapport à ça. C'est qu'en reprenant aussi l'exemple médical, c'est que, étant donné que les essais médicaux concernent des patients, il a été rendu obligatoire le fait de préenregistrer l'analyse clinique en disant, bah oui, les patients doivent savoir dans quelles conditions ils ont été mis à la fin. Et donc tout a été préenregistré tout le temps. Ce qui veut dire qu'on sait qui travaille sur quoi, quand, etc. Et du coup, ça permet, à mon avis, de régler un peu ce problème-là, de dire, bah, effectivement, c'est des résultats qui parfois sont préliminaires, parfois sont tout petits, parfois sont faits sur une très grande cohorte, parfois épidémiologique, etc. Bah, c'est rentré dans une base, c'est clinical trials, voilà, pour tout. Et Mm. d'ailleurs, j'en reviens du coup au point de Louis sur les méta-analyses. Dans ce cas-là, ça devient aussi intéressant de faire des méta-analyses. C'est aussi pour ça que la méta-analyse est si prégnant dans le milieu médical par rapport aux autres domaines. C'est parce que on sait toutes les études qui ont été faites sur le sujet. Il n'y a pas d'études cachées. Tout a été obligé d'être rendu public au Ouais. moment où on a signé un IRB, où on a le comité d'éthique qui est apparu, quoi. Pour moi, en fait, on devrait fonctionner comme ça tout le temps. En fait, tout le monde devrait faire en psychologie, du coup, des registered reports. En fait, plus le temps avance, en fait, moins je vois de raisons contre le registered report, en fait. Pourquoi ne pas faire ça à chaque fois, en fait? Et en particulier, je pense que à terme,
ça augmente aussi la puissance statistique puisque ça force un petit peu les gens justement à réfléchir à l'avance, ce qu'on fait jamais par défaut en fait en psycho, hein. Réfléchir à l'avance juste qu'est-ce qu'on ferait d'un résultat nul. Et Ouais. juste se poser cette question avant en fait. Et comme tu l'as d'ailleurs très bien décrit tout à l'heure, Louis, tu te poses la question avant, tu dis, ah mais si jamais j'avais un résultat nul, ah ben, je vais m'arranger pour que mon étude soit quand même intéressante si j'ai un résultat nul, c'est-à-dire que le lecteur, il en retirera quelque chose. J'aurai une puissance statistique nécessaire avec avec une certaine taille d'effet, ce qui va dire, je l'ai pas trouvé. Ah, ça veut dire apparemment, s'il y a un effet, il est plus petit que ça. Donc, est-ce qu'il est encore important? Et, et c'est génial. Il y a un super article de Schill, Lakens et d'autres collaborateurs d'ailleurs, qui montre, alors c'est préliminaire parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de registered reports, et en particulier j'aime beaucoup le fait qu'ils ont divisé les registered reports en catégories de réplication versus nouvelle étude. Et donc il y a un morceau du sample qui est des nouvelles études en registered report, et en fait ils ont comparé face à la littérature en psychologie, où en psychologie on a 96% d'études positives dans l'échantillon qui sont trouvés, c'est extraordinaire. Là-dessus, on est les champions du monde, hein. Quand on regarde les chiffres, c'est nous qui avons le plus d'études positives, c'est génial. Et Registered Report avec des nouvelles études, on tombe d'un seul coup, subitement, à 50% d'études positives. Et je trouve ça génial, parce qu'en plus de ça, c'est des études qui, comme elles sont en Registered Report, bah, les gens ils ont fait attention d'avoir un peu plus de puissance statistique. Et donc, s'il y a plus de puissance statistique, ça veut dire que leur résultat non significatif, il est encore plus important dans la littérature, parce que là, ça indique véritablement que potentiellement, il n'y a rien à trouver à cet endroit-là, quoi. Et tout ça pris ensemble, faisons des registered reports. Pourquoi on ne fait pas des registered reports? Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, enfin moi en tout cas, parce qu'Adrien il sait, me rappeler la différence entre pré-reg et register reports. Register report, c'est tu soumets en fait la pré-reg au journal et ils Ouais, t'acceptent, ils disent oui ou non sans voir le résultat. C'est ça en fait. ouais, c'est ça. En gros, c'est quasiment la seule différence. Alors, en général, il y a une acceptation conditionnelle du reste du papier, à condition que tu n'aies pas complètement changé ce que tu avais dit que tu ferais, hein. Donc, en gros, à partir du moment où tu suis le protocole à la lettre, exactement comme tu l'as dit dans le pré-enregistrement peer-reviewed, du coup, bah, en fait, ton papier, il est accepté, il sera publié. C'est l'idée. Ouais, en gros, faut C'est très imaginer que puissant. c'est la partie intro et méthode que tu as écrit. Ouais, c'est ça. Ouais. Parfois, il y a aussi des simulations de données pour vous montrer vraiment ce que tu comptes faire une fois que tu auras les données dans ta partie résultat vraiment de manière claire. Mais la plupart du temps, c'est intro et méthode, et ensuite, ben, tu soumets. Ouais, et c'est Ouais. merveilleux parce que tu peux même préenregistrer avec, enfin, du coup, registrer même ton code, ton futur code, justement, avec des données simulées avant. Tu peux savoir quelles sont les analyses qui seront faites. Et donc, du coup, même tes scripts, boum, ils sont déjà enregistrés. Et du coup, il y a globalement plus rien qui change, quoi. C'est-à-dire, une fois que tu as récupéré tes résultats, tu appuies sur play, tu vois, enfin sur run, tu vois, et puis tu regardes tes résultats et ensuite tu écris la fin de ton papier. Et Et ça, je tu trouve vois, ça ça marche merveilleux. super bien sur les expérimentations de psycho, tu vois, type low hanging fruits, comme on dit. Je suis pas forcément sûr, tu vois, bah, justement, j'en profite pour en discuter avec Louis, hein. Par rapport à ce qu'on disait là, les très longues études qu'on fait, qu'on commence durant notre thèse en économie, qui sont raffinées au cours du temps, qu'on met sur des serveurs en ligne, parce qu'on sait très bien que ce sera jamais publié avant 10 ans, et où on va avoir 55 versions différentes qui vont se raffiner au cours du temps. Va faire un register report avec ça, je suis pas sûr que ça ait vraiment du sens en fait, hein. Alors, c'est une excellente question. Ça implique de changer la culture. Un levier majeur pour le register report, c'est l'essor de ce qu'on appelle les short papers, les letters en économie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais du coup, en éco, maintenant, il y a de plus en plus de journaux assez prestigieux, et c'est assez prestigieux, qui acceptent des articles courts. Donc, court en économie, c'est 10 à 15 pages, quoi, c'est 6000 mots. Donc, c'est pas court dans d'autres disciplines. Mais du coup, ça fait que c'est plus des papiers de 80 pages avec 20 robustness checks. Donc, ça, déjà, je pense que c'est plus facile après enregistrer, beaucoup plus facile. Et c'est des trucs qui ont une valeur quand même. Si tu vas dans, une des meilleures revues en économie, c'est American Economic Review. La version short letter, ça s'appelle American Economic Review Insight. Et aujourd'hui, de ce que j'ai compris, c'est pas considéré comme top 1, mais c'est considéré comme top 10 de revue si tu publies là-dedans. Donc, tu peux largement être prof à beaucoup d'endroits en Europe avec ça, quoi.
Donc ça pourrait être un truc. Mais ouais, un autre truc, effectivement, c'est sûr que ça s'y prête moins sur les longues études. Un autre point aussi qui me venait quand tu me parles, c'est qu'il y a pas mal d'études en économie, et pour moi c'est assez bien, où on appelle ça la graphical revolution, où il y a la visualisation des données est vachement importante. Et où donc le chercheur est récompensé d'avoir fait un graphique magnifique qui visualise quelque chose. Et enfin, ça a vraiment de l'intérêt, parce que je trouve que c'est plus difficile de manipuler tout un graphique où tu vois toute la distribution qu'un seul test statistique. Et je me disais, comment ça marche, machin. Mais en fait, avec ton exemple de données simulées, ça pourrait marcher. Parce que tu dis, dans tes données simulées, tu dis, si je trouve un résultat positif, j'ai un graphique qui devrait ressembler à ça, et tu montes le graphique. Et si j'ai des résultats nuls, j'ai un graphique qui va ressembler à ça. C'est exactement ça. Ouais. Donc dans ce cas-là, tu vois, tu gardes toujours, tu peux toujours valoriser la créativité de visualisation du chercheur. Et ça, je pense que c'est une qualité importante. Donc en fait, comment dire, il y a une friction culturelle avec ce genre de long papier. Mais moi, je pense qu'il y a un avenir pour ça. Et si effectivement demain American Micro Review Insight se dit, bah maintenant on ne publie que des register reports, là, tu vois, il y a aussi ce truc de. Il faut qu'un Oui, éditeur se réveille le matin. Mais oui, mais c'est exactement la discussion qu'on avait. Oui, c'est pas la culture aujourd'hui, mais la culture peut changer tellement vite en économie Ouais. que, tu vois, il peut y avoir ce flip-là, quoi. Et je pense que les short papers peuvent être un canal comme ça, ou une nouvelle section d'American Economic Review, parce que je crois que aujourd'hui, les register reports que tu publies, c'est des éditions spéciales des journaux, non? C'est une section un peu spéciale, non? Ça Genre dépend. quand tu vas sur. Ça dépend? Ça dépend des journaux. Ça dépend. En fait, ce qui s'est beaucoup produit, et je pense que ça pourrait tout à fait se produire en économie, c'est donc il y a les peer community in. Et les peer community in, c'est des communautés de chercheurs quoi, qui font du peer reviewing. Et il y a les peer community in register report. Et ce peer community in register report, tu soumets ton register report à ce site internet. Et quand tu es accepté, tu peux aller voir n'importe quel journaux qui font partie de la liste des journaux soit affiliés, soit qui s'y intéressent, et dire voilà, on a cet article qui a été accepté par le PCI-RR, publiez-moi. Et ça peut être n'importe quel journaux de la liste. Ça, c'est assez merveilleux, ça. Et c'est publiez-moi en tant qu'article normal, en fait. Juste, il y aura écrit souvent dans le titre, ton titre, 2 Register Report. Ou Register Report Stage 2, parce que du coup, c'est le deuxième stage. Mais ce sera dans n'importe quel journal de manière normale. Après, tu peux aller voir directement un journal en psychologie et dire je veux faire un Register Report spécifiquement avec vous. Et là, tu soumets ton Register Report, mais ça sera un article de journal normal. C'est pas une section particulière. Ouais, Mais c'est super bien. Ouais. Et donc, ça veut dire que même si la culture change pas, en économie, par exemple, tu peux faire ça d'abord et après aller voir un gros journal en Tu économie. pourrais faire un peer community Ouais. in Register Report spécial économie, ouais. Ouais, en vrai, ce serait ça, effectivement, c'est très intéressant. Et en plus, je pense que l'effet nul, tu vois, l'effet net d'avoir ça dans ton titre, il est forcément un peu positif sur la probabilité d'être peer review. Je vois pas un monde dans lequel quelqu'un vient te voir avec un papier en disant qu'il a été, tu vois, register report accepté, et où ça te fait réduire ta probabilité de l'accepter. Au pire, Ouais. c'est nul, quoi. Au pire, c'est un effet nul sur la probabilité de faire accepter, quoi. Ouais. Ouais. Mais ça doit En forcément fait, être un peu positif, quoi. le point principal, c'est qu'il y a beaucoup de journaux, notamment qui se basent sur le prestige, qui se basent aussi sur la rareté de la publication. C'est-à-dire, ils disent, voilà, nous, on est prestigieux parce qu'on publie 80 articles par an. Ouais, bien sûr. Et là, c'est difficile de dire, bah voilà, nous, on est déjà à 8000 soumissions pour 80 articles acceptés. On va pas, en plus de ces 8000, faire un passe-droit pour. C'est possible qu'ils fassent ça, hein, dire bah voilà, en plus des 80, on en publie 10 de plus qui eux sont purement register report. Ce serait possible. Mais c'est vrai que du coup, ça réduit un peu cet effet de rareté qu'ils cherchent justement. Oui, alors après, moi, ce que je vois en économie, c'est qu'il y a des spin-offs de grands journaux. Par exemple, Journal of Mm. Political Economy, qui est un des grands journaux, ils viennent d'ouvrir Journal of Political Economy Micro. Donc peut-être qu'ils peuvent ouvrir Journal of Political Economy, Register Report. Et c'est un cas intermédiaire où effectivement, tu gardes un peu du prestige de la publication originale. Voilà. Donc à nouveau, hein, c'est ce qui s'est passé sur les short papers. Alors, American Economic Review a pas dit on va publier les short papers maintenant, il dit on va créer un spin-off. Et le spin-off bénéficie quand même du prestige. Voilà. Et si tu veux faire une carrière en Europe, c'est un prestige qui est largement suffisant. Donc peut-être que demain, on aura une division de journaux en économie qui sera suffisamment prestigieuse, peut-être pas pour aller au MIT à Harvard, mais qui veut aller au MIT à Harvard, mais pour être prof en Europe et être heureux et gagner ta vie. Et c'est déjà très bien en fait. Ouais. Ouais.
Donc bon, c'est une belle note d'espoir, je trouve. Ouais. Est-ce qu'on finit là-dessus ou est-ce que vous voulez rajouter des choses, voilà, des observations, des dédicaces que vous voulez sur cet épisode? Une dédicace peut-être à Romain Espinoza, qui fait pas mal de travail. Là, je vois, il a écrit A Practical Guide to Register Reports for Economists. Donc, une Ah, case dédiée à Romain Espinoza, qui fait pas mal de travail que je connais pas trop personnellement, que je connais pas personnellement, mais je vois passer ses travaux et je pense qu'il fait plein de trucs très utiles, dont notamment ces trucs un peu méta-sciences en économie. Donc, et d'ailleurs, j'ai complètement oublié de te poser la question, mais c'est forcément relié à ça. Donc, l'auteur de l'article, Félix Chopra, il est du coup venu faire une présentation dans ton laboratoire, c'est ce que tu nous disais au début. ouais. Est-ce qu'il a parlé de ça justement de OK, voilà, on a fait ces découvertes-là, il a expliqué qu'est-ce que lui en conclut finalement, qu'est-ce que lui il en dégage en fait de ces résultats? Est-ce que par exemple il a prévu de faire une seconde étude pour aller plus loin? Est-ce que Je ne sais plus, parce que ça fait assez longtemps qu'il a présenté, mine de rien. Il me semble pas qu'il n'ait pas les register reports, de register reports. Lui, il était plus au niveau de la pré-reg. Donc, je sais pas s'il sait que ça existe, les register reports. Hmm. Donc, ouais, je me souviens pas s'il a prévu de faire un spin-off ou quoi. Mais du coup, ce qu'il Je disait sais. par rapport Oui. au pré-reg, c'était vu qu'il y a une pénalité au résultat nul, il faut pouvoir prouver grâce aux préenregistrements qui sont quand même intéressants. C'était plus ça dans cette idée-là? Il me semble que c'était un peu l'idée, quoi. C'est qu'une fois que tu t'es lié les mains, de toute façon, bah, tu es obligé d'essayer de diffuser ton papier avec des résultats nuls, quoi. Parce que tu peux pas faire autre chose, voilà. C'est un peu, c'était. En fait, bon, voilà. Hmm. Euh, En tout cas, je suis vraiment content qu'il ait réussi à le publier dans un bon journal en économie, parce qu'il y a beaucoup cette réputation que les grands journaux en économie s'en foutent de la métascience. Et non, là, c'est un bon journal. Et aussi, très très bonne nouvelle, le chef de l'institut, enfin, un des qui bosse à l'Institut for Application, il a publié un papier sur la reproducibilité des papiers dans American Economic Review, la meilleure revue d'économie. Et j'ai vu qu'il avait eu un Revise and Resubmit dans cette même revue. Hmm. Donc c'est bon signe que les revues elles-mêmes acceptent ces papiers pour dire voilà des critiques un peu internes, quoi. Mais voilà, Félix, je ne sais pas s'il a prévu d'autres expériences. Je sais que il fait beaucoup de choses. Il fait pas que de la métascience. Il fait plein de trucs. Donc je sais pas s'il va refaire des trucs là-dedans. Non. Ok, ça marche. Bon, eh ben, il va être temps de wrap up tout ça. C'était un plaisir de t'avoir, Louis. Tu reviens quand tu Ouais. veux. Dès que tu as un article aussi intéressant que celui-là, faut pas hésiter à nous le dire et tu te feras cordialement réinviter. Oui. J'ai une idée en plus. Ah bah. Enfin, je vous écrirai. Super. C'était un plaisir de t'avoir aussi, Nathanaël, comme toujours. Et, Et, plaisir euh, partagé. et je vous dis à bientôt. Du coup, Louis, à bientôt visiblement aussi pour un prochain épisode de Répartation. Salut. Bisous, Salut. bisous.